un des cours que je considère parmi les plus importants de l'année. Il faut bien l'acquérir. Si vous pouvez le revoir, prendre des notes, le mettre par écrit, le diviser par 12 et l'appliquer en un an, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur et normalement, ça fait partie du profil de notre identité juive intense. Alors c'est marqué, quand Hachem il a voulu annoncer, c'est-à-dire ordonner à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, il a eu un langage un peu spécial. Il a dit Ani, si je traduis littéralement, je dis Ani kel shakai, Ani el Shaddai, comme c'est marqué dans le Pasuk. Je suis l'Éternel, Shakai, on dit Shakai, on déforme le nom parce que c'est un nom divin. Italech lefanai veyetamim, va devant moi et sois tamim, sois intègre. Si on traduit vraiment la traduction la plus simple, on va beaucoup expliquer. Et après, juste après, c'est marqué Ve'etna beriti beni ubenecha, je placerai mon alliance entre moi et toi. Et après, Hachem il ordonne, il lui dit et tu feras la Brit Mila, d'accord, tu feras toi-même la Brit Mila, tu feras la circoncision pour toi, tes enfants, tous les gens qui sont avec toi. Maintenant, il se pose la question, c'est la première fois que Hachem il s'adresse à Avraham Avinu sous la forme d'un commandement, d'un ordre. Ouais, il lui a ordonné maintenant, à partir de maintenant, tu dois faire. Avant, jamais. Oui. Quand Hachem il lui a dit Lech Lecha, on va le dire au début de la paracha, il lui dit de partir, bon, il n'y a pas de mitzvah. Quand Avraham Avinu s'est jeté dans la fournaise ardente, d'accord, il s'est sacrifié pour sa croyance, il n'y a pas de mitzvah. Mais là, Hachem, il lui dit pour la première fois, il lui dit une mitzvah. Et à ce moment-là, il dit ce langage-là de « va devant moi et sois intègre, et je suis l'Éternel Shakai ». Alors, pourquoi cette combinaison ? À quoi ça sert ? Premièrement. Deuxièmement, il lui dit « je mettrai mon alliance entre moi et toi ». Mais c'est quoi une alliance ? Une alliance, c'est un lien qui existe. On se marie, on crée une alliance. On crée un business ensemble, on fait une alliance. On a une amitié, c'est une alliance. Un engagement, c'est une alliance. Mais pourquoi Hachem, il a attendu la première mitzvah pour créer l'alliance ? Encore une fois, Avraham Avinu, il s'est jeté dans le feu. Il n'y a pas mieux comme alliance. Ouais, il lui a dit quitte ta famille, il est parti. Donc il a fait un sacrifice énorme. Non, Hachem, il n'a pas dit une alliance. C'est seulement quand il lui a donné la mitzvah. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on l'appelle Brit Mila. Mais c'est quoi Brit Mila ? Vous parlez français, non ? Ouais, Brit, c'est l'alliance. Mila, de la Mila. Mais la Mila, c'est la circoncision. Mais pourquoi on l'appelle l'alliance de la circoncision ? Parce que l'alliance avec Hachem, elle est faite par la circoncision. Mais pourquoi ? Parce qu'Hachem a proposé de faire l'alliance par cela. Mais si Hachem il avait ordonné à Avraham Avinu de faire Shabbat, ou il lui avait ordonné de mettre les téphilines, ouais, et il lui avait dit « je donnerai mon alliance entre toi et moi, mets les téphilines ». Il aurait dit « je placerai mon alliance entre toi et moi, fais Shabbat ». Donc du coup, ça aurait été le Shabbat qui aurait été l'alliance. Ça va ? Donc on aurait dit Brit Shabbat, Brit téphilines. C'est pas grave. C'est mieux que Brit n'est pas. Mais c'est quoi ? Je sais pas. Mais ça ici, ça veut dire que le principal, qu'il y a une alliance avec Hachem et que cette alliance, elle ne peut exister que par le biais de la mitzvah. Ça, retenez ça pour la suite, ce sera très très important. Ensuite, on a demandé pourquoi juste à ce moment-là, il parle de cette notion-là de Yetamim, soit tamim, soit intègre avec moi, soit entier avec moi. Qu'est-ce que ça vient faire à ce moment-là ? Alors, pour essayer de répondre à ces différentes questions et à quelques centaines qui vont venir avec, il faut déjà avoir une définition. Cette notion de tamim, ça vient de tam. Tam, on traduit toujours intègre. Ouais, bon. Mais dans un langage négatif, tam, ça veut dire tumble. Ouais. Quelqu'un qui est tam, on dit, oh, ça veut dire. En français, on dit un simplet. Il est un peu simple. Il est un peu simple, un peu léger, un peu limité, ouais, un peu fragile. En vérité, non. Là, on parle de quelque chose qui est très, très puissant. Parce que tam, ici, ça veut dire entier. Un peu comme un métal. D'accord ? Quand vous avez du plaqué or, si vous avez un bel objet de 10 kg plaqué or, ce n'est pas la même chose que s'il est en or massif. En or massif, ça veut dire vous le coupez dans l'épaisseur, vous retrouvez la même matière à l'intérieur et à l'extérieur. Et bien, tam, c'est comme ça. Quelqu'un qui est tam, ça veut dire quelqu'un qui est entier. Il n'y a pas une fragilité qui est recouverte d'eux. Il n'y a pas une carapace qui le protège d'eux. Le gars, il est comme il est dedans, comme il est dehors. Il est 100%, il est tam. Il est shalem, il est complet, il est plein, il est tam. Donc tam, c'est ça. Yachar, c'est un autre langage. Ouais.
parce que le Maharal, il fait remarquer que Yaakov, il s'appelle Tam, il s'appelle Yachar. Maintenant, nous, on sait que Yaakov Avinu, son visage est gravé sur le trône céleste. Ça veut dire qu'il est le symbole de l'homme juif maximum. D'accord? La Gemara aussi, elle dit que Yaakov, Shufra de Adam. Yaakov, c'est le visage de Adam. Ça veut dire qu'il y a eu Adam Arishon, et beaucoup plus tard, il y a eu Yaakov. Maintenant, toutes les générations qu'il y a eu entre Adam Arishon et Yaakov, c'était pour arriver à Yaakov. C'est-à-dire que la faute de Adam Arishon, elle a fait rentrer des impuretés, elle a fait une dérive, elle a fait des déclinaisons qu'il a fallu réparer par des générations et des générations et des générations en se débarrassant de Esav et de Ishmaël pour arriver à Yaakov. Et Yaakov, il devient la suite de Adam Arishon. C'est-à-dire on est revenu maintenant au cycle premier, on va tout redémarrer à partir de Yaakov. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Béné Israël et pas Béné Avram ou Béné Yitzhak. Ça va? Ok. Maintenant, si on dit que Yaakov, il contient ça, ça veut dire que Yaakov, il doit avoir le niveau de perfection totale, parce qu'il va être le modèle. C'est comme si à l'usine, on fabrique un moule. Donc, on va passer beaucoup de temps à fabriquer le moule, parce qu'à partir de ce moule, on va fabriquer 50 millions de pièces. Tu dis, bon, on va le faire à la va-vite, on ne mesure pas bien, mais c'est dommage, parce que les 50 000 pièces, elles vont avoir le même défaut, puisque c'est la base. Donc, si Yaakov, il devient le modèle de l'être humain, et que lui, il a ces deux caractères. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, c'est marqué Yaakov, Ish, Tam, Yoshev, Oalim. Yaakov, un homme intègre, assis dans la tente, d'accord? Donc, Yaakov, il a cette témimout, ouais, il a ce côté Tam. D'un autre côté, ils disent, il s'appelle Israël. Israël, c'est Yacharkel, d'accord? Et il s'appelle Yeshurun. Yeshurun, ça vient de Yachar. Et Yachar, c'est quoi? C'est la droiture. Alors, le problème, un peu, c'est pourquoi il avait ces deux noms. Maintenant, nous, on sait que, toujours on dit Hachem Ma'out. Le nom, c'est l'essence de la chose. Hachem Gorem, le nom entraîne. Donc, une définition, elle est inscrite à l'intérieur du nom. D'accord? Bon. Maintenant, si c'est ça, comment Yaakov, il pouvait avoir les deux qualités? Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague, que vous allez sûrement vérifier en rentrant ce soir. Il dit à Efresh Asher Benehem. La différence qui existe entre donc celui qui est intègre et celui, on va dire, moi j'ai traduit réfléchi, d'accord, on verra après si ça correspond, qui a yachar mitzadat sichlo vechormato mitbonen la asot ayachar. Celui qui est droit, ouais, selon son cerveau et sa sagesse, il va réfléchir pour faire ce qui est droit, d'accord. Alors pour résumer, c'est un peu comme, grossièrement, quand on dit il y a des gens qui sont analytiques et des gens qui sont intuitifs. D'accord? Il y a des gens qui sont analytiques, donc ils vont calculer, ils vont tenir compte du maximum d'éléments, ils vont créer une hiérarchie des priorités, ils vont éliminer ce qui ne rentre pas en ligne de compte, après ils vont trouver la mécanique qui entraîne, la loi de causalité qui entraîne les événements, et ils vont comprendre le phénomène. Super, Mazal Tov, tu es analytique. Il y a des gens pas du tout. Ils sont intuitifs, d'accord? Ils voient une situation, ils te disent c'est ça qu'il faut faire. Tu dis mais attends, d'où, pourquoi, comment? Je le sens. Ils arrivent, mais le pire, c'est que des fois, ils arrivent à la même conclusion. Et des fois, l'intuitif, il est plus efficace que l'analytique. Bah oui, parce que le problème de l'analytique, c'est qu'il voit tellement de détails que des fois, il se perd dans les détails, ce qu'on appelle la tahboula, ouais, et à la fin, il n'arrive plus à déterminer le bon chemin. Par contre, l'intuitif, lui, il va au sentiment. Donc, il est clair, il est clair. Il dit, on ne travaille pas avec ces gens-là, je ne le sens pas. Ouais. Il dit, le business, il est tordu. Mais pourquoi? Je ne sais pas, il est tordu. Je ne suis pas bien là. Ouais. Oh, il te dit cet argent-là, ils ne sont pas bons. Mais pourquoi? Viens, qu'est-ce que tu t'en fiches? De quoi c'est ton problème? Je veux pas. Je veux pas de cet argent-là. Après, paf, brigade financière, DEA, le gars, il est. Mais comment t'as su? Je sais pas. Il y a des gens. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des dizaines de milliers de personnes. Et beaucoup dans les rencontres, des fois, pourtant, je suis très rationnel et très cartésien. Mais il y a des choses, c'est pas cartésien. Le gars, il dit, je prends pas le train, il faut pas le train, il prend pas le train il déraille. Il dit ce soir je ne sors pas, il ne sort pas, et les gars ils prennent la voiture, ils sont tous morts. Mais il ne sait pas pourquoi. On vient lui annoncer une très grave maladie, et il dit c'est mon père qui est mort, alors qu'en fait c'était son grand-père qui était malade. Le gars il dit mon père est mort, mais son père il allait très bien. Comment il sait que c'est son père? Il y a des gens, il y a des flashs comme ça. Il y a des. Ouais. Comme vous rentrez dans un endroit, vous dites tiens, j'ai déjà vécu cette situation. Où c'est marqué, comment c'est marqué. Des gens que tu côtoies, tu les reconnais, mais tu ne sais pas d'où. Ouais, pourtant, c'était à la maternelle, ça veut dire ça fait 48 ans. Vous avez changé les deux. Comment tu sais que c'est lui? Il a une puce électronique.
Il y a un beeper. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui dépassent, Baruch Hashem, le cerveau. D'accord? Après, maintenant, le problème, c'est que le type d'utilisation de l'intuition et la manière d'utiliser le cerveau ne sont pas pareils. Donc les vrais intellectuels, ils vont avoir aucune confiance dans les intuitions, ouais, et les vrais intuitifs, ils vont dire c'est très très limité, le regard cartésien, c'est juste la structure, c'est le côté formel des choses, mais tu vois rien. Et comme nous avons les deux, puisque même Pascal l'avait bien dit, oui, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ça veut dire qu'on fonctionne avec les deux. Alors le problème, c'est est-ce qu'on doit fonctionner ou avec l'un ou avec l'autre? Est-ce qu'on doit fonctionner avec les deux, avec une priorité à l'un? Ouais. Est-ce qu'on doit suivre une nature? J'ai une nature. Écoutez, je suis un matheux ou je suis un artiste. Est-ce qu'on doit suivre une nature? Est-ce qu'on doit forcer la nature, de dire si je suis très cartésien, je dois aller travailler mon intuition pour comme rééquilibrer, d'accord? Ou le contraire, si je suis très très émotif, très sensible, je dois me servir de mon cerveau pour éviter les écarts de ma sensibilité. Voilà, vous avez compris que la vie est compliquée, c'est bien. Donc, surtout qu'on est chacun un modèle unique. On crée des groupes, des classes, des portraits, des silhouettes, d'accord? On crée les grands, les gros, les intellos, les religieux, les pas religieux. En réalité, c'est juste un PAC, ce qu'on appelle, un piège à... Ouais. Oui, parce que chacun est unique. Donc chacun, il doit trouver son modèle à lui, avec ses éléments à lui et avec son équilibre à lui. Ça prend du temps. Et ça, encore, c'est pour les gens qui cherchent. Après, il y a les gens qui ne cherchent pas. Et après, il y a les gens qui cherchent à se connaître en regardant le regard de l'autre. Mais comme l'autre est déjà quelqu'un d'autre, donc lui-même, il est un miroir déformant, puisqu'il te regarde à travers lui. Tu dis oui, mais il a une lecture objective. Donc, il n'y a que toi qui peux te connaître. Mais c'est vrai qu'il faut travailler. C'est vrai. Je reconnais que si c'était simple, on serait des animaux. Mais ce n'est pas simple. Parce que Adam, ça veut dire l'homme, c'est les mêmes lettres que Méhod. Méhod, c'est beaucoup. L'homme, c'est énorme, l'homme. Ouais, c'est une galaxie. Alors que nous, on voudrait que ce soit un petit raccourci. C'est comme quand je fais un cours d'1 heure et demie et que les gens ils disent « Bon, mais Rav, en une phrase ». Je dis « Mais si je pouvais le dire en une phrase, j'aurais pas parlé 1 heure et demie. » C'est pas un spectacle. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un développement dans lequel j'essaye de vous faire participer à une aventure intellectuelle et aussi psychologique pour qu'on arrive à un certain résultat. Vous me suivez ou... Sinon, je vous dis l'idée. Voilà, tout ce cours, c'est une phrase. Je peux vous la dire en une phrase. Je peux vous la dire. Alors qu'est-ce qu'on va faire après? Après, il dit j'avais pas du tout compris comme ça. Hein. Alors là, vraiment, puis ça n'a rien provoqué de spécial. C'est normal parce que même si le four est chaud et que la tarte est prête, il faut quand même 40 minutes de cuisson. Tu pourrais dire je le mets, je le sors. De toute façon, je l'ai mis au four. C'est marqué mettez-le au four, je l'ai mis au four. Mettez-le au four, 40 minutes. Réfléchissez sur le sujet, 1 heure et demie. Ça va? Donc, ce qui est marqué ici. Non, parce que la maturité dans la compréhension, c'est une grande question. Est-ce qu'elle vient de la démonstration qui vous a prouvé que la chose était comme ça? Ou alors, c'est que la démonstration vous a maintenu dans un niveau de concentration et c'est cette concentration qui a fait que vous avez compris. C'est vrai ou je répète? Non? Je répète? C'est clair? Super. J'ai pensé à ça quand j'avais 14 ans. J'ai vieilli. Oh purée, j'ai vieilli. Bon, alors, donc ça vous avez compris. Que le Yachar, il dit, le Maharal, ou mitbonen, c'est quoi les itbonen en hébreu? Ça veut dire réfléchir. Mais pourquoi ça vient du verbe bonner? Bonner, ça veut dire construire. On dit en français un raisonnement construit. C'est-à-dire qu'il y a une grande rigueur dans le raisonnement, que ceci implique cela, ceci implique cela, qu'il ne doit pas manquer une transition dans le raisonnement, qu'il doit avoir un lien logique entre toutes les transitions. Ça s'appelle l'itbonen. Maintenant, le Yachar, il est mitbonen, d'accord? Il réfléchit de manière constructive pour pouvoir agir selon la droiture. On l'a traduit grossièrement à celui qui est analytique. Le deuxième, ve'atamim, il dit le Maharal, est celui qui intègre, ou chez Oler Bederech Hayachar. Il va aller exactement dans la même trajectoire, c'est ça qui est incroyable. Il va arriver dans le même chemin, il va aller dans la même trajectoire que celui qui va selon son esprit.
Blishou mitbonenout, sans aucune réflexion. Tu dis, alors c'est une mitzvah d'être brel. Ouais. Rak, oler bedarko betmimut. Ouais. Seulement, il va dans son chemin, exclusivement, il va dans son chemin. C'est quoi le chemin? On a expliqué 1 million de fois. C'est la trajectoire de vie. Ouais. Il va dans son chemin, betmimut. Il est âme. Ouais. On dit travaille, fais des études, respecte tes parents. Sois gentil avec ta femme, L'autre, il va dire, pourquoi je suis gentil? Elle est méchante. Qui a dit que c'est à moi de faire le premier pas? De toute façon, on ne se comprend pas, on est même séparés. Non, on t'a dit, sois gentil avec ta femme, t'es gentil avec ta femme. Sois gentil avec ton mari, t'es gentil avec ton mari. Betmimout, c'est tout. Tu rends. Ah, pourquoi je dois rendre? Qui a dit que je dois rendre? C'est trop difficile. La conjoncture a changé. J'ai pas signé de papier. Il n'y a pas de témoin. Pourquoi? T'as emprunté, tu rends. C'est tout. C'est simple. C'est facile. Ouais. Il fait beau. T'es content. Il fait pas beau. T'es content. Ah, tu dis non, il fait pas beau. J'ai envie de mourir. Je vais crever. Ouais, c'est quoi ce temps? Il dit Atamim ou sheoler bederech hayashar beatzmo. Il va de lui-même dans le chemin du droit, bli shumit boninout sans aucune réflexion, rakoler bedarko betmimut, ve Yaakov ayalosh temidot. Et Yaakov avait ces deux qualités. Tu dis, mais c'est pas possible. Là, c'est un bipolaire. Ouais. Comment il peut être en même temps comme ça et comme ça? Comment il peut avoir les deux? Alors, vous avez bien saisi la nuance. Alors, le Gaon de Vilna, il donne encore une autre définition dans Michelet. D'accord? Bet Pasuk Zain. Il dit comme ça. Yachar, celui qui est droit, ou Assam Derachav, c'est celui qui pose ses chemins et ses midot, c'est-à-dire ses qualités, ses comportements, Bessichlo, selon son esprit. Bon, vous allez dire ça ressemble au Maral, mais vous allez voir, il y a toujours une nuance, parce que c'est le Gaon de Vilna, d'accord? C'est pas l'édito de Marianne, bon, qui n'est pas obligé d'avoir un cerveau, d'accord? Donc il dit Yachar ou Assam Derachav, celui qui pose ses chemins. C'est quoi un derer? On a expliqué tout à l'heure. C'est une trajectoire virtuelle. Par exemple, la Torah, elle s'appelle le derer, Zéa derer, d'accord? Quand on dit derer eretz, c'est pas le chemin de la terre. Non, c'est une trajectoire que tu dois avoir dans la vie pour savoir c'est quoi les priorités, qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après, qu'est-ce qui est devant toi, qu'est-ce qui est derrière toi, qu'est-ce qui est au-dessus de toi, qu'est-ce qui est en dessous de toi, d'accord? Ça s'appelle le derer. Maintenant, c'est une trajectoire. Comme quelqu'un, il a un plan de carrière. D'accord, une stratégie pour régler le problème avec sa femme, ou alors il imagine une démarche pour faire fonctionner son fils, d'accord, qui n'a rien à voir avec le premier, qui l'autre était très déterminé et lui il manque de confiance. Donc il va falloir qu'il trouve un derer. Donc le derer, c'est pas un chemin que tu trouves sur le GPS parce qu'on n'a pas encore créé le GPS de la vie, d'accord. Donc c'est un chemin qu'il va falloir que tu fabriques. Maintenant ce chemin-là, donc c'est une trajectoire virtuelle dans laquelle tu dois t'inscrire. Ça s'appelle Assam Deracham. Tu poses tes chemins. C'est-à-dire tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Maintenant, il y a une partie qui est produite par ton éducation, par tes principes, une partie par ta capacité à t'adapter à une réalité qui est changeante, par définition. Mais toi, tu te maintiens dans un cap. Perpétuellement, tu te maintiens. Ça s'appelle la Sam Derachav. Ou Midotav, et ça c'est intéressant parce que les chemins, ok, je vais dire, bon, j'ai besoin d'avoir un courant de pensée, j'ai besoin d'avoir une idée, j'ai besoin d'avoir des principes, j'ai besoin d'avoir des valeurs, j'ai besoin d'avoir une croyance, j'ai besoin d'avoir une finesse, ok. Mais les Midot, c'est bizarre que de faire aller ses midotes selon son cerveau. D'accord? Ça veut dire que mon cerveau, il va me dicter la manière de me conduire dans mes émotions. D'accord? Là, je dois pleurer. Là, je dois rigoler. Là, c'est pas marrant, là. Pourquoi tu rigoles? C'est un réflexe nerveux. Mais si tes nerfs sont plus puissants que ton cerveau, ça s'appelle une maladie neurologique. Non, tu es en maîtrise. Ça s'appelle ça, c'est ça. Besichlo ou ma'amid odam bederech hayashar. Il va les maintenir dans le chemin de la droiture, les filles à Torah selon la Torah. Ça, c'est le yashar. Il dit comme ça. Ve hayashar est celui qui est droit. Iefshar lo leikashel ne peut pas trébucher. Pourquoi? Parce que kitamid ou mashgiach ou midbonen al deracham. Parce que perpétuellement, il réfléchit et il fait attention sur ses chemins. Ça veut dire que les surprises, c'est pour les gens qui ne sont pas dans la réalité. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Je tombe des nues. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment, je suis extrêmement déçu. Non, c'est pas normal. Parce que comme aux échecs, tu dois toujours avoir 3-4 coups d'avance. Dans la vie aussi, tu dois savoir où est-ce que tu vas. Maintenant, celui qui réfléchit en même temps sur son présent, en même temps sur son passé qu'il a amené à son présent, puisqu'à l'époque où son passé était présent, son futur et son présent était futur.
Ça va? Donc lui, à l'époque, il a réfléchi, je vais arriver là. Et maintenant, il est là. Maintenant, quand il est là, il ne va pas attendre d'être là pour demander où est-ce qu'il sera demain. Il a déjà un plan dans la tête. Donc ça veut dire qu'il est perpétuellement, comme un espèce de lien GPS, d'accord? Il ne perd pas le signal de la conscience, de la volonté et du projet. Il sait pourquoi il s'est marié, il n'oublie pas. Il sait pourquoi il a des enfants. Il sait qu'est-ce qu'Hachem attend de lui. Il sait. Et savoir, ce n'est pas de la culture. Parce que la culture, c'est très dangereux, puisque les gens peuvent savoir et vivre autre chose que ce qu'ils savent. Savoir, ça veut dire faire un avec la chose. Je sais en temps réel. Là, je sais, là. Ouais. Quel jour on est, tu dis pas. Attends une seconde. Ah, donc tu sais pas. Non, mais je sais, mais oh là là, je le savais. Attends, mardi, tu vois. Donc, ça s'appelle pas savoir, ça. Parce que ta culture, elle est séparée de ton vécu. Savoir, ça veut dire que tu es en train de vivre la chose. Quand tu sais que tu es marié, c'est pas qu'après que la call girl t'a fait un clin d'œil que tu dis « Oh, je suis marié ». Non. D'abord, tu la vois même pas, puisque tu es marié. Et deuxièmement, elle te fait même pas le clin d'œil, puisque pourquoi on va te mettre à l'épreuve sur une chose qui bougera jamais. Donc déjà, l'épreuve, elle est significative de la fragilité de ta connaissance. Ah oui, parce qu'on ne va pas t'éprouver sur une chose qui n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, on ne va pas te demander de réciter le Zohar par cœur. Ouais. Et on ne va pas non plus te proposer un sandwich au jambon. Donc, tu es où? Tu es entre les deux. Regarde le curseur. Mais tu as une épreuve quand même. Ouais, tu dis, ah, cette jupe, elle me va bien. Tu dis, elle est très très courte. On voit ton nombril. Ouais. C'est ton épreuve. Toi, ton épreuve, c'est le décolleté de la voisine qui ne veut pas se relever. Elle est d'arthrose, mais levez-vous, elle ne veut pas se lever. Et il y a ce décolleté là qui te dit, mais regarde-moi. Et toi, ouais, ça veut dire ton épreuve te définit. Donc c'est pas la peine de dire, peut-être je suis un très très grand sadique, mais personne ne le sait. Mais toi, tu le sais. Oui. Donc ce qui est marqué ici. Que le yachar, le droit, l'analytique, ne peut pas trébucher. Parce que pour trébucher, il faudrait qu'il y ait une inconnue, il faudrait qu'il n'y ait pas eu d'anticipation, il faudrait qu'il y ait eu un piège. Mais il n'y a pas de piège, puisque lui, il est dans l'anticipation en temps réel. Donc il n'y a pas de surprise. Toutes les lumières sont allumées, tout est clair, la route elle est nette, tout a été nettoyé à l'avance. D'accord? Ok. Donc il n'y a pas de mirchol. Après il dit, ça c'est Yachar, toujours dans le Gaon. Tam, c'est quoi Tam? Ou Oler Bederer Tamim. Il va dans le chemin des gens intègres. Vélo Sarmina Torah Yaminus Mol. Il ne s'écarte pas de la Torah ni à droite ni à gauche. C'est marqué comme ça dans le Shouchan Aroukh, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça dans le Passouk, c'est marqué comme ça. Il ne veut pas commencer à réfléchir ou à dire que c'est marqué, j'ai mon approche, j'ai ma vision. Nanana. Le bon Dieu, il a dit, le bon Dieu, il a dit. Ok. Ve'av bemidot eno somech al sichlo. Et même dans ses qualités morales, même dans ses attitudes, ses comportements, il ne compte pas sur son cerveau. Klal, du tout. Ouais. Il est intuitif. Comme des gens qui sont fondamentalement gentils. Ils ne sont pas gentils par calcul, ils ne sont pas gentils par opportunisme, ils ne sont pas gentils parce qu'on les regarde, ils sont gentils. Comme des gens qui sont méchants. Il est méchant, le mec il est méchant. Il dit, écoutez, je vais bien faire un effort, mais ça me prend la tête quand même d'être obligé de sourire. Mais tu as peur d'attraper une entorse du visage. Il dit, regardez bien ce qu'il dit, pour le tam, Velo tsarich etza, il n'a pas besoin de conseils. Ki enlo milchama basechel, car il n'a pas la guerre dans le cerveau. Comment s'appelle la guerre dans le cerveau? Vous savez ou non? Le doute. Le doute. Quelle est la maladie des intellectuels? Vous savez ou non? C'est pas dénigrant. Hein, l'indécision. Ben oui, parce qu'ils envisagent tellement de possibilités qu'à la fin, ils sont bloqués. Et tu vois, les gens, plus ils affinent leur raisonnement, plus ils coupent les cheveux en quatre, plus ils sont bloqués. Alors, je l'épouse celui-là ou je l'épouse celui-là. Celui-là, il a des qualités, mais il a des défauts. Je prends ce travail, je fais ces études-là aussi. Je m'habille comme ça, je m'habille comme ça. Alors, si déjà tu mets 1h30 le matin pour choisir tes vêtements, combien de temps tu vas prendre pour décider avec qui tu te maries, en te disant à chaque fois, et peut-être c'est pas lui, peut-être j'aurais mieux. Je rappelle cette phrase de Ben Chetrit très connue de l'époque, c'est que le bonheur, on l'accepte, le malheur, on l'assume, mais le doute, ça tue. Le doute tue. C'est pour ça qu'il faut sortir du doute. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dérange, parce que nous sommes le peuple de l'affirmation. Parce qu'il y en a qui pensent que le doute, c'est la forme la plus élaborée de l'objectivité.
Alors qu'en fait, c'est la plus malhonnête des versions de l'objectivité. Ben oui, parce que dans le doute, tu auras toujours le bénéfice du doute. Ça s'appelle le pluriel. Et la nuit, tous les chats sont gris. Parce que c'est pas vraiment noir, c'est pas vraiment blanc, c'est pas vraiment religieux. C'est que des nuances de gris, en fait. Bon. Alors, ou le contraire, que la personne, elle tranche. Elle dit c'est blanc, c'est noir. C'est ma femme, c'est pas ma femme. Elle est encore mariée, elle est plus mariée. C'est ton argent, c'est mon argent. Il ne faut pas avoir peur de la clarté. Allume la lumière. Donc toi, tu dis non, tu sais, on va laisser cette lumière tamisée qui fait comme ça une espèce de fondu des couleurs, fondu des obligations, fondu des statuts, comme ça, tu peux un peu faire ce que tu veux. Et tu sais quoi, je vais te dire mieux encore. En plus, toi aussi, tu fais ce que tu veux, et moi aussi, je fais ce que je veux. On a fabriqué la mélasse, la bouillabaisse, Non. La clarté. Tu choisis. Ouais. Donc, la milchama dans la tête, c'est pour ça que tu vois des gens, ils sont épuisés de réfléchir, épuisés d'avoir à décider, épuisés d'avoir à assumer. Pourquoi ? Parce que assumer, c'est grandir. Choisir, c'est grandir. Les gens, ils ne veulent pas choisir. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ou ils vont voir des gens qui leur disent « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Genre, ils veulent que l'autre, il choisisse à leur place, ce qui est très dangereux parce que c'est infantilisant, d'accord ? Si vous dites « Mais c'est ça un rabbin ?» Non. Non, ça, c'est un rabbin. Le rabbin, il va t'aider à ouvrir les différents champs, il va te montrer qu'il y a des endroits que tu n'as pas découverts, il va poser tous les éléments, mais après, il va te dire « C'est ta décision à toi. » Mais si tu dis « Fais comme ça, écoute-moi, fais comme ça. » Après, quand ça ne marche pas, qui c'est qui assume ? Non, c'est comme un papa. Il dit, écoute mon fils, je t'aime, je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais t'encourager, je vais te respecter, mais tu te démerdes. Ah ben papa, je pensais que tu pourrais exister à ma place. Non. Vas-y, va t'arranger avec ta femme, va t'arranger avec ton mari, allez, va rendre l'argent. Fais le parterre. Vas-y. Toi, tu veux sortir de la réalité avec ton doute, je réfléchis. Lui, il te renvoie dans la réalité, assume. Parce que le problème, c'est la réalité, la solution, c'est la réalité. Maintenant, tu vas passer par une étape intellectuelle, tu vas passer par une réflexion, tu vas passer par une élaboration, par une synthétisation, mais tout ça, c'est pour revenir à la réalité. Parce que si c'est pour t'enfermer dans la réflexion, dans la contemplation, vous savez, moi, je vois des gens qui me disent, Rav, ça fait 10 ans que j'ai une question. 10 ans 10 secondes 10 dixièmes de seconde. Non, mais c'est une grosse question. Mais non, elle est grosse parce que tu l'étales. Elle est grosse parce que tu la nourris. Elle est grosse parce que tu l'entretiens, parce que tu en as fait un monument. Alors, au début, c'était une question. Après, c'est devenu un problème. Après du problème, c'est devenu une névrose. Après d'une névrose, c'est devenu un symptôme. Après une maladie. Mais au départ, c'était une question. Si vous allez dire, mais attendez, Rav, c'est grave ce que vous dites. Mais je ne viens pas pour vous donner des recettes de boulettes. Les boulettes, elles sont où elles sont et c'est tout. C'est marqué ici. Le tamim, en lo milchama basechel. D'accord ? Il n'a pas la guerre dans la tête. Et au fond, peut-être que c'est ça la définition de la sérénité. Maintenant, les vrais sereins, c'est deux solutions. Soit c'est des gens qui n'ont même pas de questions. Écoutez, franchement, il ne peut pas avoir la guerre dans la tête puisqu'il n'a même pas envisagé qu'il y avait une deuxième possibilité. Ce qu'on appelle Bacha. Il y a Bacha comme ça. Alors là, franchement, je n'ai pas pensé. Là, vous avez ouvert un angle de vue. Mais c'est vrai. Mathilde, il a raison. Et moi, je le regarde, je dis, c'est pas possible. Le mec, 5 ans d'études, l'autre 7 ans d'études. Baha. La mouche enfermée dans le verre, en train de faire zzzz. Mais le verre, il est fermé des 3 côtés, mais il est ouvert par en bas. Tu vois que ça ne marche pas comme ça avec l'enfant. Essaye comme ça. Essaye la méthode que ton père a fait avec toi, avec ta femme, ça ne marche pas. Eh bien, essaye autre chose. Cultive-toi, je sais pas, t'as qu'à lire Dolto, Freud, je sais pas trop. Lis le Pirkei Avot, trouve une solution. Non, je sais pas, je continue, et ça marche pas. C'est comme les gens qui me disent, écoutez, je ne fais pas ce que vous avez dit, et ça n'a pas marché. Je dis pas, je comprends. Je dis, mais alors vous êtes quoi ? Vous êtes la science infuse ? Non.
je t'oblige à aller là où tu veux pas aller. Et bizarrement, c'est souvent là où tu veux pas aller que la solution elle est. Alors, je vous dis un truc, ça reste entre nous, hein, vraiment en tant qu'amis proches. Quand tu veux savoir ce qui est important dans la vie, tu regardes où le Yetzirah t'empêche d'aller. Donc ce que tu n'as pas envie de faire, ce que ça te coûte de faire, ce que tu as vraiment l'impression que ce n'est pas à toi de le faire, ce qu'il y a un niveau de remise en cause qui n'est pas normal de le faire, c'est ça qu'il faut faire. Tu oui, ben c'est pas confortable. Hein. Franchement, c'est pas sympa, c'est troublant. Tu sais quoi, ça me donne des sueurs. Mais c'est ça ton problème. C'est bien, parce qu'on t'a donné le symptôme de ce qu'il faut faire. On t'a donné les signes de ce qu'il faut faire. C'est là où ça te dérange. Pourquoi ? Parce que grâce à Dieu, le Yetzirah, en même temps, c'est notre pire ennemi, mais en même temps, c'est notre meilleur, c'est un mot à la mode, c'est notre meilleur traceur. Ah bah oui, évidemment, évidemment, ouais. C'est pour ça que quand il y a une situation où il y a quelqu'un qui a tort, la dernière personne à qui tu penses à accuser, c'est toi. Bah, c'est normal, ouais. Et que le plus facile, c'est de transférer chez l'autre. C'est logique, parce que pourquoi l'autre est là ? Quel intérêt d'être à deux, sinon pour pouvoir l'accuser de mes problèmes ? Alors que non, c'est le contraire. C'est le contraire. Le problème, il est chez moi, la solution, elle est chez moi. La réflexion, c'est une étape, la solution, elle est dans l'acte. Il faut y aller. C'est pour ça que le Maharal, encore une fois, mais un peu plus loin, il dit comment Yaakov il pouvait avoir les deux qualités. Il dit Kidvarim shel atzmo, les choses qui le concernaient à lui, ayanoek bet mimut. Il avait cette intégrité, cette simplicité. Écoute, il faut y aller, il faut y aller. Ouais. Dainu adavar sheumagia el atzmo. D'accord ? C'est-à-dire les choses qui s'adressaient à lui, les choses qui revenaient vers lui, les choses qui le concernaient à lui. Là, il était bet mimut. C'est normal. Udvarim amagiim el acherim. Parce que vous avez bien compris qu'il faut apprendre à compter jusqu'à 2 quand même, non ? Donc il y a d'autres personnes dans le monde, à part moi. Toutes les choses qui concernent les autres, c'est-à-dire l'autre et mon rapport avec l'autre, ou basé et noraou yatmimut, ça marche pas la tmimut avec ça. Ça marche pas. Ou basé shayar shetiye mitbonen besichlo la asot ayashar. Et pour ça, c'est normal, ouais, qu'il réfléchisse dans son esprit pour faire ce qui est droit. C'est comme si un pauvre il vient te dire, si toi par exemple tu as un problème d'argent en ce moment, eh ben, tu tournes vers Hachem, tu dis Bezrat Hachem. Hachem est grand, ça va aller. Mais si un pauvre il te tend la main, il dit j'ai pas mangé aujourd'hui, tu dis pas Bezrat Hachem, si Dieu veut. Tu donnes à manger. D'accord ? Toi, des fois tu es perdu dans une situation, tu dis écoute, je vais dormir. La nuit porte conseil, j'arrête de me prendre la tête, j'enlève l'émotion et je me mets entre les mains d'Hachem. Mais quand quelqu'un te pose une question, ça marche pas. Tu es obligé d'analyser, de l'aider, de l'aider à creuser le tunnel qui le sépare de la compréhension. Donc ça veut dire que la tmimout envers toi-même et la yashrout envers l'autre. Vous me suivez ou non ? Super. Maintenant il dit c'est pour ça que Yaakov avait les deux qualités, parce qu'envers lui-même il avait cette tmimout et envers les autres il avait cette yashrout. Ok, d'accord. Maintenant ça reste quand même que c'est deux comportements totalement différents. Donc comment on peut fonctionner avec équilibre avec deux systèmes complètement différents ? Alors il dit comme ça. C'est marqué dans la Gemara, dans Choulin Daf'e. Arumim beda'at. Ils sont malins dans leur esprit. Umesimim atzmam kabehema. Et ils se rendent eux-mêmes comme des animaux. De qui on parle ? Ils sont malins dans la tête. C'est des gens malins, tu sais quoi ? Parce que Arum, c'est pas intelligent. Ouais. Chacham, c'est intelligent. Arum, c'est malin. C'est débrouillard. C'est celui qui va trouver la solution qui est la tarboula. Ouais, normalement, c'est aussi un attribut des gens qui sont malfaisants, qui sont des escrocs. Il est Arum. Le serpent, il était Arum. Alors, de qui elle parle la Gemara quand elle dit ils sont malins dans leur tête, dans leur esprit ? Ouais, Bedat, Arumim, Bedat, Umesimim, Atzmam. Ils se conduisent, ils se mettent eux-mêmes en situation comme des animaux. De qui on parle ? Tu dis les Réchaïm, les tordus, les brels, les malades, les psychopathes. Non. Les Talmidei Chachamim. Dit la Gemara. Les érudits. Les sages. Les tzadikim.
Tu dis, alors peut-être qu'il y a une mauvaise lecture, là, il y a un problème. La logique, c'est quoi? C'est que dans la vie, dans n'importe quel phénomène, il y a toujours deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la réflexion et il y a une partie qui s'appelle l'action. D'accord? Comme tu vas étudier ton sujet, tu es avocat, tu vas bien étudier le sujet, tu vas bien analyser les données, tu vas bien voir les textes de loi, tu vas voir la jurisprudence. Mais quand tu vas rentrer au tribunal, c'est pour plaider. Vous me suivez ou non? Toi, c'est pareil. Toi, tu dis, avec cet enfant-là, j'ai un problème. Il y a ça, peut-être c'est l'école, peut-être c'est les soucis, peut-être c'est une approche, peut-être il faut être dur, peut-être il faut être cool, peut-être il faut être sympathique, peut-être il faut faire intervenir. Mais au moment où tu vas lui parler, tu dois avoir une seule loi, une seule logique, une seule direction. Parce que si tu lui dis à l'enfant, bon, bah, tu sais, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que c'est à cause de ça, mais déjà, il était déstabilisé, il cherche la stabilité chez toi, et toi, tu lui donnes ton instabilité. Donc, c'est quoi l'idée? C'est comme si au moment de la réflexion, donc la partie qui précède, ce qui est avant l'occupation, parce qu'il y a l'occupation, et avant, il y a la préoccupation, ce qui vient avant, ouais. Là, tu dois être Arum Bedad. Tu dois avoir une réflexion, tu dois avoir un cerveau, tu dois être 34 facultés de philosophie, 32 niveaux d'ingénierie, 34 niveaux de psychologie. Tu dois être le chacham du chacham. Tout ça, c'est dans l'élaboration de la décision, dans la réflexion. Mais quand la réflexion, elle t'a amené une conclusion, ouais, après ça, Messimim Atzmam Kabehema, ouais, ils sont comme le bœuf. Le bœuf, il suit le sillon. D'accord? Maintenant, si le sillon, il traverse le champ, il traverse le champ. S'il y a des cailloux dans le champ, il continue à suivre le sillon. Si le sillon, il traverse la rue, il traverse la rue. S'il y a un mur, il casse le mur. Parce qu'il est Messimim Atzmam Kabehema. Ça veut dire que dans la réflexion, tu dois être ouvert, tu dois être parcellisé, tu dois être, comment ça s'appelle, à envisager toutes les possibilités. Parce que vous savez, dans la lecture de la réalité, il y a le vrai, le faux et l'absurde. Le vrai, il y a des centaines de possibilités. Le faux, il y en a des millions. L'absurde, il y en a des milliards. Et pourtant, tu as besoin d'avoir toutes les lectures. Parce que des fois, de l'absurde, il sort une lecture. Comme des gens, malheureusement, qui sont offusqués par les comportements de certaines personnes et qui me disent, regardez, mais comment il se conduit, comment elle se conduit, comment il se conduit, comment il se conduit, comment il se conduit, comment il se conduit, mais c'est pas normal. Et moi, j'ai toujours la même réponse. Je dis, mais vous essayez d'être raisonnable avec quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Vous êtes offusqué honnêtement de quelqu'un qui n'est pas honnête. D'accord? Vous trouvez anormal un manque de générosité parce que vous êtes généreux. Mais si vous vous mettez dans le contexte, et c'est quoi le contexte? En fin de compte, c'est la perception de la personne dans sa réalité, le texte plus ce qu'il y a autour. La preuve, c'est que quand tu enlèves le texte, il reste le... D'accord? Donc à ce moment-là, tu dis, ok, le gars, il est tordu, je calcule avec le tordu. Ouais, la fille, elle est nia, je calcule avec la nia. Je vois le comportement. L'autre, elle a 35 ans, et je vois qu'elle a un comportement de 14 ans. Je me dis, elle a 14 ans. Je calcule 14 ans. Je calcule une fille de 14 ans qui est mal dans sa peau, qui est complexée, qui a encore la haine de sa mère et de son père. C'est pour ça qu'elle se conduit comme ça. Mais comme je la vois mère de famille avec 4 enfants, je dis, mais c'est pas possible. Mais t'es complètement immature. Mais elle a 14 ans. Après, on réfléchira comment quelqu'un peut avoir 14 ans à 35 ans. Parce ça fait combien d'années que tu as enlevé la prise? Depuis quand tu vas plus à l'école de la vie? Mais ça existe. Mais quand j'ai trouvé le bon contexte, j'ai trouvé le bon niveau, j'ai trouvé la bonne approche, je m'adresse à la personne. Mais si je continue à regarder l'autre avec mes lunettes à moi, ça ne marche pas. C'est ça en français, quand on dit en hébreu, Iatadanet chavecha ad shetamod bimkomo. Tu ne peux pas juger ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Alors les gens, ils croient, ils disent, ouais, bah, tu sais, tu l'as mal jugé. Hein. Tu dis, ouais, je comprends, il a trompé sa femme. Oui, mais tu as juste oublié que sa femme, ça fait 19 ans qu'elle a des problèmes gynécologiques et qu'ils n'ont pas eu de relation. Ah, bah, on ne me l'a pas dit. Ah, bah, tu pouvais l'envisager. Et elle-même, elle lui a dit, vas-y, parce que moi, c'est mort. Ouais. Tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le contexte, on a changé la vision. Et ce qui était condamnable et horrible, ça devient légitime. Presque une mise-voix. Oh, tu sais plus. Vraiment, je suis embêté, là. C'est bien. Donc, tu as compris que chaque situation, elle vient avec son contexte. Mais dans cette capacité à regarder les choses dans leur contexte, des fois, ça veut dire que tu dois sortir d'angle. Des fois, tu dois te désincarner. Des fois, tu dois sortir de toi-même. Des fois, tu dois rentrer dans la tête de l'autre. Mais là, il faut y aller de manière très, très, très précautionneuse.
parce qu'il y a un taux d'erreur qui est proche de 90%. Mais d'un autre côté, il y a des angles quand même, tu vois. L'autre qui est sensible, tu dis, tiens compte de la sensibilité. Ouais. Ou comme je dis aux gens, je dis, mais ok, j'ai compris, tu as une vision, tu as un jugement, mais tu n'as pas tenu compte du Yetzirah. Il faut tenir compte du Yetzirah. Le tien, celui de l'autre et celui du couple. Il y a un Yetzirah spécifique au couple. Parce que chaque mitzvah, il a un Yetzirah. Ouais. Alors quand moi, je vois le Yetzirah de l'autre, d'ailleurs quand je reçois des gens, qu'est-ce que je fais? Au fond, de vous à moi. Je dis, oh là, c'est très simple. Ça s'appelle une lecture en transparence. C'est-à-dire qu'un, il parle, et moi j'essaie de déterminer la part de Satan dans ce qu'il dit. L'autre, il parle, j'essaie de déterminer la part de Satan dans ce qu'il dit. J'enlève les deux parts de Satan, il reste les deux bonnes volontés, je superpose. Si les deux calques de bonne volonté se superposent, j'ai dit, ben voilà le compromis, il est là. Mais quand le Satan a entièrement empêché la superposition, et que c'est une vie en parallèle, à quoi on va s'accrocher? C'est quand il te reste 5 doigts qui accrochent à la falaise, tu peux t'en sortir. Mais quand les 5 doigts sont détachés de la falaise, il reste quoi? Que la falaise, elle va venir? C'est très rare. C'est comme si tu demandes à ta belle-mère de demander pardon. Non, là c'est trop. D'accord. Ouais, vous avez compris ou non? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut ce lien. Maintenant, ça, normalement, quelqu'un d'extérieur peut le faire. Mais normalement, moi je pense, hein, alors des psychologues ils me disent que j'ai mis le niveau de normalité trop haut. Mais moi je pense qu'un homme, une femme, par rapport à soi-même, elle peut avoir ce recul de se dire, là je me mens à moi-même, là je me fous de moi, là j'exagère, là je me victimise. Ou là j'ai réfléchi, là j'ai vraiment dit ce que je ressens, là j'ai été au bout du calcul. Normalement moi-même, c'est-à-dire je dois assez me désincarner de moi-même pour être capable de dire de moi ce que je suis moi. Ou non. Mais encore une fois, ce niveau d'honnêteté, il est le fruit d'un long parcours de connaissance de soi et de respect de soi. Ça ne vient pas comme ça naturellement. Parce qu'encore une fois, la nature, c'est d'accuser l'autre, après de se mettre dans l'incompréhension ou de se mettre en position infantile. De toute façon, tu ne m'aimes pas. Et tu ne me donnes pas ce que je veux, et de toute façon, tu ne fais jamais ce que j'attends, et tu seras toujours... Dès qu'on est dans les toujours et les jamais, c'est infantile. C'est comme ça. Parce que ça n'existe pas toujours et jamais. Quand on ne part jamais en vacances. Quoi, tu vis dans un goulag. Donc c'est faux. Ah, tu dis oui, mais c'est pour donner de l'impact. Le problème, c'est que quand toi, tu exagères, l'autre aussi, il impacte dans la susceptibilité au lieu d'impacter dans le cerveau, puisqu'il est touché par le fait que tu as exagéré. Donc toi, tu as exagéré, lui, il a exagéré. Après, tu dis, ouais, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il faudrait d'abord que tu achètes une radio, d'abord, pour écouter la radio. Ouais, ben c'est exactement pareil. Il y a une part qui s'appelle la réflexion. Il y a une part qui s'appelle l'action. Maintenant, on est dans la réflexion, on va au bout de la réflexion. Et après, quand on va dans l'action, on est à fond dans l'action. Maintenant, c'est quoi le danger de la réflexion, l'action? C'est les gens qui veulent agir tout de suite. C'est comme les enfants, tu leur montres le problème de maths quand ils sont... Ouais, et tout de suite, ils voient 14, 12, 13, et ils commencent à faire des calculs. Moins. Lis l'énoncé. Oh, ça vous fait sourire parce que oh, c'est vrai, on était comme ça en CM2. Mais moi, je te parle des gens de 42 ans qui ne lisent pas l'énoncé. Avant de réagir avec susceptibilité, avant d'envoyer paître, avant d'être certain, avant de te vexer, relis l'énoncé. C'est-à-dire, relis la proposition de l'autre. Peut-être que l'autre, il a un message, peut-être que l'autre, il a un mal-être, peut-être que l'autre, il a une incapacité à exprimer. Mais lis l'énoncé au lieu de faire des calculs. Hein? C'est ça. Vous avez compris l'idée ou non? Les gens ne lisent pas les énoncés. Après, évidemment, ils répondent à côté. Et je rappelle, pour ceux qui sont au courant, que même si tu as passé 15 heures à faire la disserte, si tu es hors sujet, tu as 0. Tu dis, mais moi, au moins 7 ou 8 quand même. J'ai mis 15 heures, j'ai écrit 21 pages. Ok, mais tu es hors sujet. Alors, hors sujet au bac, c'est gênant, mais hors sujet dans la vie. Tu es hors sujet, là. Je voulais juste te dire que tu m'as pas compris. Alors, attends, je ne suis pas non plus débile. Tu n'es pas débile, mais tu m'as pas compris, c'est pas grave. Tu as interprété différemment. Donc, il y a une partie, c'est moi qui t'explique qui je suis, parce que tu ne peux pas dire à l'autre non plus, tu ne me comprends pas, alors que moi, je fais rien pour que tu me comprennes. Et d'un autre côté, l'autre, il doit faire l'effort d'objectivité, de réussir à me regarder à travers mes yeux à moi et non pas à travers ses yeux à lui.
Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous savez que j'ai raison. Donc si c'est ça, vous avez compris. Le danger de la réflexion, parce qu'on a dit étape 1, réflexion, étape 2, action. Le danger de la réflexion, c'est l'action. C'est qu'au moment de réfléchir, tu vas agir. Ouais. Quand tu dis, fais une étude de marché, regarde si le produit est bon, recalcule tes marges, regarde si tu t'es pas fait avoir au niveau du truc, peut-être que le marché il est déjà saturé. Non, laisse tomber, c'est un truc de folie, le mec il m'a dit que c'est bon, c'est bon. Tu as mis 173 000 € pour acheter 21 tonnes de papier de toilette dans un pays où on le donne gratuitement. Est-ce que tu es référencé sur pigeon.com? Tu dis, j'ai pas réfléchi. Pourquoi? Tu as voulu agir. Mais attention, le sens inverse aussi. Quand on a passé la réflexion et qu'on est rentré dans l'action, c'est fini la réflexion. Donc le danger de l'action, c'est la réflexion. Et le danger de la réflexion, c'est l'action. C'est des étapes. Maintenant, tu es dans l'action, tu es dans l'action. Allez, on y va. Commence pas à dire, ouais, mais c'est le commando israélien, ils doivent partir en Irak, ils sont 4 pour détruire une base de 5000 hommes. Donc il y a le spécialiste des explosifs, spécialiste des arts martiaux, spécialiste de la communication, spécialiste et le patron, le chef. Ok, tac, 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 celui qui fait rien, mais qui... Et puis ils vont pour partir. Alors ils sont juste à la frontière. Chaim, ok. David, ok. Shlomi, ok. Eliaou, ok. Mathieu, ouais, il est là. D'accord, ouais. Et on est prêt. Et puis d'un seul coup, Chaim, il dit, attends, Ilan, j'ai une question. Il n'y a pas une autre solution que la guerre? Là, il faut lui mettre une balle tout de suite dans la tête. Bah oui, parce qu'ils partent à 5, parce que chacun, il va être une machine. Ouais. Maintenant, on a calculé que les combinaisons de cette machine, elle va remplacer 1000 hommes. Mais s'il y a un engrenage de la machine qui hésite, parce que est-ce que c'est important, est-ce qu'on ne pouvait pas encore négocier, on est en mission, papa. C'est fini la réflexion. Vous savez ou non? On est dans l'action. C'est fini la réflexion. Bah, c'est exactement pareil. Il y a des gens comme ça, ouais, viens, on fait vite. Viens, on se pose, viens, on fait un plan. Viens. Non, allez, laisse tomber, c'est facile, c'est simple, tout le monde le fait, on y va. Et après, quand on est dedans, attends, mais est-ce que c'est légal? Ah, mais t'es un malade. Non, mais je suis pas très sûr. Et puis, le cabis, au nom de ta grand-mère, qui est morte à Oujda en 21, tu crois que c'est une bonne idée? Pas vraiment, quoi. Surtout que le bâtiment, il est juste dans le même immeuble que la brigade financière. On leur dit bonjour tous les jours. Ah, vous êtes installés là? On vient boire le café? Tu vas mourir. Ouais. Pourquoi? Parce que tu dis, mais j'ai pas réfléchi. Et maintenant, tu te mets à réfléchir, alors qu'on est dans l'action. Maintenant, je vous dis un secret. Quand la personne, elle agit au moment de réfléchir, c'est très souvent, ouais, parce que ça lui prend la tête de réfléchir. Donc, c'est une forme de paresse. Et quand la personne, elle réfléchit au moment où elle devrait agir, ouais, 50% c'est un manque de confiance en soi, et 50% c'est encore un problème de paresse. Parce que quand il faut y aller, tu vas trouver des bonnes raisons de ne pas y aller. Mais là, il faut y aller, là. Faut relever les manches, faut vider le camion, faut attaquer les parpaings, faut appeler les clients, faut faire les kilomètres, il faut y aller, faut aller à Riyad pour aller négocier le prix du produit, il faut passer 10 jours en Chine à manger des boîtes de thon pour être bien avec le patron de l'usine, c'est comme ça. Tu dis, oh non, tu sais, je pense qu'il y a peut-être une autre approche, je pense qu'il faudrait qu'on développe plutôt l'aspect financier, peut-être la franchise. Tu veux franchiser un produit qui n'existe pas. Ouais, mais il faut se projeter. En fait, tu as juste peur de rater la finale, quoi. En fait, tu es un glandeur. Mais ça, tu peux le savoir seulement si toi, tu te regardes toi-même. Et si tu es assez honnête avec toi pour le savoir. Mais en tout cas, ici, c'est marqué que Yaakov avait les deux qualités, qu'il y a cette qualité de Tam et cette qualité de Yachar, et qu'on a dit que c'est le modèle de l'homme, et que les Talmidei Chachamim, ils ont les deux. Donc ça veut dire que la personne, elle sait voir, elle sait calculer, elle sait envisager, elle sait voir les 2 chemins, les 3 chemins, les 4 chemins, les 5 chemins qui existent. Parce que c'est jamais simple la vie. D'accord? Et les gens, encore une fois, qui veulent simplifier au départ, c'est une erreur. Souvent des gens qui... Le cerveau n'est pas... C'est comme dans l'art. Par exemple, si vous avez regardé des peintures de Picasso, vous avez regardé des peintures de Picasso, mais vous savez que Picasso, il dessinait comme Michel-Ange.
Lui, il a été formé à l'école classique. Quand vous prenez les croquis qu'il faisait, tout ça, il a un dessin d'une pureté incroyable, c'est une photo. Alors tu dis, pourquoi un mec qui savait tellement bien dessiner, il a fait des carrés, des cubes, parce qu'il a ressenti cette chose-là. Maintenant, quand tu ressens quelque chose, tu vas l'exprimer dans ta manière, qui est un choix. Mais quand tu es nul en dessin et que tu fais du cubisme, parce qu'au fond tu ne sais pas dessiner, c'est pas un choix, c'est un non-choix. Vous me suivez ou... Voilà. Pour ça, il y a deux genres de personnes qui savent dessiner, les artistes et les enfants. Parce que l'enfant, il dessine ce qu'il voit, et l'artiste, il dessine ce qu'il ressent. Ouais. Et au milieu, il y a les techniciens, qui essayent de reproduire à peu près de manière proche ce qu'ils ont devant eux. Mais c'est dommage, il y a déjà des appareils photo, qui sont beaucoup plus performants, je veux dire. Mais tu dis, mais c'est le côté impressionniste, t'as qu'à bouger. D'accord. Maintenant, si c'est ça dans la vie, c'est pareil, d'accord ? C'est que celui qui a une très très haute compétence technique, il pourra se permettre le flou artistique. D'accord ? Celui qui maîtrise à fond son sujet, il peut rigoler avec le sujet. Celui qui est un vrai vendeur, il n'a pas besoin d'être briefé. Parce qu'il va vendre. Maintenant, il vend des savonnettes, il vend des usines, il vend des complexes immobiliers. Pour lui, c'est pareil, parce que de toute façon, il a la vente. Ça va ? Maintenant, l'autre, il a fait 6 ans d'école de vente, école de commerce, école de vente, prévisionnel, gestion, produit, présentation, charisme, présence, photogénicité. Et le mec, il n'a pas ce qu'il faut au bon endroit. Donc il panique, il stresse, et le client dit, qu'est-ce que vous voulez, un café ou des toilettes? Alors où ils sont passés les 6 ans de l'école de commerce? Va à Porte de Clignancourt et vends à l'arrache. Essaye attrape les mecs dans la rue, vends-leur une veste en cuir. Vas-y, prends un aspirateur et va à Gif-sur-Yvette et tape-toi les escaliers. Si tu l'as vendu l'aspirateur, tu pourras vendre n'importe quoi. Tu dis non, pas du tout, c'est une approche vraiment archaïque, nous on est beaucoup plus... Comme tu veux. Parce que tu les vois, les mecs, ils parlent même pas français, ils sont turcs. Ouais, le mec, il a 22 000 appartements à Istanbul. Il a des petits carnets, il fait des croix dessus. Tu dis, c'est pas possible. Quelle école de gestion il a fait? 22 000 appartements. T'as pas compris encore? Donc ça veut dire quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a une approche comme ça, une approche comme ça. Ouais. Alors peut-être que celui-là qui s'est formé entièrement sur le tas, maintenant il a besoin de prendre des cours HEC en cours du soir pour apprendre à gérer. Ouais. Mais celui qui a appris la gestion, il n'a pas appris la vente. Parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle en anglais le chlou ou le bagou. Ouais, pour faire passer. Parce que le plus difficile, c'est pas de présenter le produit. Le plus difficile, c'est de faire sortir le chéquier. La dernière étape, le couperet, l'amputation, sans anesthésie. C'est ça le plus dur. Donc quand tu as appris à faire ça, après c'est facile. Maintenant, toi, tu crois que c'est une stratégie, c'est une approche. Il faut d'abord dire le petit prix, après le gros prix, il faut lui dire les détails, après il faut s'attacher à sa famille. Non, il faut que tu sois sûr de toi et sûr de ton produit. Après, c'est facile. Mais si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, et le produit, tu penses fondamentalement qu'il est pourri, c'est marrant, tu transmets pas un message de « achète le produit ». Tu transmets un message de « va-t'en au courant, je suis un voleur ». Maintenant, quelle différence entre maintenant vendre le produit? Quelle différence entre te vendre pour rentrer dans la boîte? Quelle différence entre te vendre pour te marier avec la personne? Quelle différence entre te remettre en cause pour que l'enfant y retrouve la confiance? À chaque fois, tu passes ta vie à te vendre. C'est-à-dire que dans une relation avec l'autre, il va y avoir un impact par rapport à ça. Et bien cet impact-là, il est en fait le résultat de la chimie, de la yashrout et de la tmimout. C'est comme certaines colles, là. Je ne sais pas si vous connaissez, on vous les vend, ça s'appelle de la soudure à froid. Il y a deux seringues. Maintenant, séparément, il n'y a pas de problème, mais quand tu les mets ensemble, tu fais une petite pâte, attention, parce que là, ça va devenir de l'acier. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Toi, tu as une tendance comme ça, une tendance comme ça. Toi, tu as une tendance analytique et tu as une tendance intuitive. Toi, tu as de la yashrout et de la tmimout. Et bien finalement, ce qu'on appelait une espèce de bipolarité, en fin de compte, c'est le mélange chimique qui va donner la personne extraordinaire. Parce que c'est ça un homme. Un homme, c'est un homme qui a un très gros cerveau et qui a aussi une grande émotion. Il faut les deux. Si que tu as le cerveau,
tu es un gars dangereux, tu deviens une espèce de computer, et dans computer, il y a puter, ouais. Et si tu n'as que le cœur, tu deviens un chou-fleur en phase de pourrissement avancé. Donc tu es obligé d'avoir les deux. Ouais. Et cet équilibre perpétuel qui est épuisant, parce que c'est épuisant d'être équilibré. D'être extrémiste, c'est facile, regardez la tendance, ouais. Mais d'être équilibré, c'est épuisant. Parce que dans chaque choix, dans chaque situation, dans chaque approche, avec chaque personne, il faut retrouver l'équilibre entre le cerveau et l'émotion. Là, c'est le gars à 18 ans, l'autre, la femme, elle a 34 ans, le gars, c'est le collègue du bureau, il est jaloux, il veut ta place, le patron, il faut lui faire plaisir, en même temps l'impressionner. Chaque fois, chaque situation, il faut recalculer. Tu dis, mais je suis un bœuf. Mais non, c'est ça le problème. T'es pas un bœuf. C'est pour ça que les animaux n'ont pas la parole. Les hommes ont la parole. Et la parole, c'est le minimum de projection, puisque c'est la distance entre ce que tu dis et ce que tu penses. Et si tu fais l'effort de t'écouter parler, tu vas peut-être même comprendre pourquoi l'autre ne te comprend pas. Ça va ? Eh bien, quand tu vis et en même temps, tu te regardes vivre. Comme moi, je vous parle, par exemple. Je vous parle. Vous voyez que je vous parle, non ? Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué ? Je vous parle. Je vous parle, je regarde la feuille, je regarde l'heure, je regarde votre niveau d'épuisement, de votre questionnement, mais où il va ? Votre fatigue, mais pourvu qu'il s'étouffe. Donc, je vois un peu, je vous vois, vous êtes là devant moi, je vous vois. Et moi, je crée une communion. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup à vous dire. Mais d'un autre côté, j'ai des chidushim qui sortent, je ne vais pas les jeter. Ils viennent comme ça, ils sortent. Je vais dire non, laisse tomber, tu suis la feuille. Non, parce que moi aussi, il faut que je kiffe. Parce que si je kiffe pas, vous n'allez pas kiffer. Mais non, est-ce que ce qui me fait kiffer vous fait kiffer ? Je sais pas, il y a de moins en moins de monde. Bon, alors, je rigole, mais je vais me tirer une balle. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué que... Bon, il y a un Beta Lévi. Normalement, je le saute, mais là, je vais le faire. Le Beta Lévi, donc le Rav de Brisk, il dit comme ça, que, par exemple, dans l'accomplissement des mitzvot, tu dois accomplir les mitzvot sans chercher les raisons. Mais d'un autre côté, c'est recommandé d'essayer de rechercher le sens des choses. Ouais, parce qu'on sait que ta'am en hébreu, ça veut dire la raison, ta'ama, et ta'am, ça veut dire le goût. Et souvent, les choses qui n'ont pas de raison n'ont pas de goût. C'est insipide. D'accord ? Maintenant, le problème de la raison, c'est que plus tu comprends, plus tu fais parce que tu comprends. D'accord ? Donc, moins tu fais parce que tu ressens, et encore moins tu fais parce qu'on te l'a ordonné. Parce que la partie chez toi qui se soumet à Dieu en disant « je suis un serviteur de Dieu ouais, », elle rentre en contradiction avec une autre partie de toi qui s'appelle le cerveau qui te dit « bon, ben alors, quel est le sens des choses ? Ça rime à quoi, en 2018, d'aller se tremper dans un mikvé, alors que j'ai une salle de bain à 34 000 euros ouais, qui a été créée et développée par un professeur de Sansui. Ça existe le Sansui ? Shan Shui ? Le truc chinois, là. Feng Shui ? Ah, je croyais que c'était le Sansui, moi. Avec tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Mais, tu dis, c'est vrai que tu as une super salle de bain, mais la Torah, elle a dit, rentre dans le mikvé. C'est vrai que tu es un gars réfléchi, intelligent, mais la Torah, elle t'a dit, mets les tefilines. Tu dis, non, mais je n'ai pas besoin de ça, moi, je suis philosophe, j'ai une autre approche, la pratique, c'est primaire. Moi, je te mets au défi d'être convaincu d'aimer ta femme et de ne pas l'embrasser pendant 10 ans et de dire mais comment ça se fait que tu ne ressens plus rien ? Il faut les bisous. C'est comme ça. Le matin, le soir, l'après-midi, il faut. Tu dis mais t'as pas besoin de ça. Au cas de ma mère, elle m'a jamais dit je t'aime et ça s'est très bien passé. Non. Eh bien comme il y a les bisous, comme il y a les je t'aime, il y a les tefilines. Mets les tefilines. Fais la prière. Non, franchement, non. C'est compliqué, la synagogue, je travaille à la défense. Va à la synagogue. Va, mange cachère. Non, franchement, je mange bio. De bio en bio, d'ailleurs. C'est un autre problème. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se trouve dans une espèce de paradoxe. Plus je vais étudier la Torah, plus je vais comprendre. Plus je vais comprendre, plus je vais faire parce que je comprends.
plus je vais faire parce que je comprends, moins je vais faire parce qu'on me l'a ordonné. Ça va? Si je ne fais plus parce qu'on me l'a ordonné, je perds mon statut de serviteur de Dieu, puisque je deviens serviteur de mon cerveau, ce qu'on appelle un intello. Donc j'ai perdu l'atmimout, l'intégrité. Comment? Par la réflexion. Donc tu vois que la yashrut, elle détruit l'atmimout. Alors comment je vais faire pour que c'est une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours et que je dois comprendre et je dois donner un sens et je dois aller approfondir les choses et ne pas tomber dans le piège. Surtout que la Gemara, elle dit que Hakum Adarta Denafshe Ka'avid, le goy, il fait parce qu'il comprend. Ça veut dire qu'en étudiant beaucoup, tu as toutes les chances de finir goy. Tu dis, c'était pas vraiment le projet. À la Yeshiva, Yerushalayim. Alors comment tu vas faire? C'est qu'il faut que tu étudies la Torah pour comprendre, mais en même temps, il faut qu'il y ait de la crainte d'Hachem dans ton étude. Et il faut que tu fasses de la philosophie, mais il faut aussi que tu fasses du moussard. Il faut que tu étudies la morale. Il faut que tu réfléchis à la Kabbalah, mais il faut aussi que tu fasses un travail de remise en cause et de réalité vécue. Parce que c'est ça qui va te permettre de ne pas devenir cinglé. Parce qu'en fin de compte, c'est un système qui rééquilibre. C'est une perpétuité de rééquilibrage. Parce qu'il y a des vases communicants, et que si tu mets tout d'un côté, tu tombes dans le ravin. Donc il faut que tu maintiennes le niveau de l'eau dans celui-là et dans celui-là pour être en équilibre. Comme les oreilles, il y a des liquides dans les oreilles. C'est ce qui permet l'orientation. Maintenant, si Chas v'Shalom, il y en a trop d'un côté ou il y en a plus d'un côté, ça y est, tu commences à perdre la tête. Maintenant, des fois, c'est en toi qu'il y a les deux zones d'équilibre. Des fois, c'est toi et ta femme, 2 zones d'équilibre devant les enfants. Des fois, c'est toute votre famille devant l'entourage qui est en zone d'équilibre. Des fois, c'est toi par rapport à ton travail, parce que c'est une zone d'équilibre. Toute la vie, en fin de compte, c'est cette recherche perpétuelle de l'équilibre avec des éléments qui eux-mêmes sont déséquilibrants. Parce que nous, on voudrait la tranquillité, la stabilité, la facilité. Mais il n'y a pas. Je rappelle que la stabilité, elle est dans l'immobilisme. D'ailleurs, on appelle ça l'immobilier. Et c'est très rare de croiser un immeuble. Écoute, j'étais à Deauville, j'ai croisé un immeuble, mais je suis sûr que je l'ai vu à Montparnasse. Non, on ne croise pas des immeubles. Parce qu'ils sont immobiliers. Ils sont immobiles. Le contraire d'immobile, c'est mobile. Mobile, c'est quoi? C'est le mouvement. Mais le mouvement est déstabilisant. Parce que je rappelle, pour ceux qui viennent d'adhérer à ce mode de pensée, que pour marcher, il faut mettre un pied devant l'autre. Vous me dites si je suis trop abstrait. Mais le problème, c'est que pour mettre un pied devant l'autre, à un moment, il faut qu'il y ait un pied qui soit par terre et un pied qui soit en l'air. Et quand un pied est en l'air, tu es instable. Après, quand tu vas poser le pied qui était en l'air, tu vas être obligé de lever l'autre. Donc, tu es à nouveau instable. Donc, en fait, il faut maintenir un équilibre dans une instabilité permanente. C'est comme ta boîte. Si elle ne grossit pas, elle va couler. Tu dis, mais attends, je suis fatigué, j'ai atteint un résultat. Elle va couler. Il faut développer encore. Il faut encore développer. Toi, ton cerveau, il faut l'utiliser. Non, mais ça va, j'ai mon diplôme, je peux devenir Brel. Non, Jacques. Tu dois continuer à étudier, tu dois faire de la formation permanente, tu dois ouvrir des nouveaux créneaux, tu dois chercher autre chose, tu dois faire des sudoku, tu te bouges. Mais dès que tu arrêtes de bouger, ce qu'on appelle la calcification du cerveau, c'est une maladie, c'est que le cerveau devient un os. D'ailleurs, on le voit quand on te parle qu'on a tombé sur un os. Donc, il faut maintenir le mouvement. Il dit, mais c'est ça l'idée. Que quoi? Qu'en fait, tu es obligé de te stabiliser pour être bien, mais tu es obligé de te déstabiliser pour avancer. Donc, ce qu'on appelle la continuité dans le mouvement. Il faut ça. Comme le vélo. Le vélo, tu pédales. Maintenant, quand tu appuies sur la pédale de droite, ou la pédale de gauche, sans aucune connotation du 2e degré, donc le vélo, il va avancer. Maintenant, quand tu appuies à droite, le vélo, il va à droite. Quand tu appuies à gauche, le vélo, il va à gauche. Alors, comment tu fais pour aller tout droit? On a calculé l'écart entre les pédales et le mouvement qui est créé, il maintient le mouvement et la droiture. Mais si tu appuies que d'un côté, le vélo, il va partir par là. Tu appuies que de l'autre, il va aller par là. Donc, tu es obligé de faire les deux en même temps. Et bien, de la même manière, tu as ton cœur et tu as ton cerveau. Les deux en même temps. Il y a toi et ta femme. Les deux en même temps. Il y a ton vécu et ton expérience. Les deux en même temps. Donc, on passe notre vie à maintenir en équilibre 2 choses qui s'opposent.
C'est pour ça que la Torah elle commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. C'est la dualité. Parce que la dualité, c'est le mouvement. Puisqu'en physique, le mouvement est produit par la contradiction de deux forces opposées. Le poids et la force. La force, elle déplace le poids. S'il n'y a pas de poids, la force, elle ne sert à rien. S'il n'y a pas de force, le poids, il ne bouge pas. Donc, dualité. C'est pour ça que l'homme et la femme sont différents. C'est très, très important d'épouser quelqu'un de sexe opposé. Ça règle beaucoup de choses et puis ça permet d'expliquer pourquoi les enfants naissent. Alors, maintenant, si c'est ça, c'est pas grave. En fin de compte, c'est qu'une question de lessive. Pourquoi Ariel plutôt qu'Homo ? C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Vous avez un taux de réactivité qui est très grave. Maintenant, si vous avez compris ça, alors il y a une Gemara dans Nedarim d'Aflam et Bet. Elle dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak. Kol amatmim atzmo. Alors, on a dit tamim, c'est intègre. Matmim, si on parle hébreu, ça veut dire celui qui se rentame. Un mot qui est difficile à traduire, d'accord ? Kol amatmim atzmo, celui qui se rend intègre, d'accord ? Akadosh baruchu matmimimo. Hachem, il va se rendre intègre avec lui. Alors, je signale que déjà, Dieu n'a pas besoin de moi pour être intègre. Comment ça fonctionne ? Après, la Gemara elle continue. Amar Rabbi Ushaya. Amar Rav, il a dit Kol amatmim. Non, Amar Rabbi Ushaya. Kol amatmim atzmo. Tout celui qui se rend âme, qui se rend intègre, c'est-à-dire qui est 100%, qu'on a dit dans son choix, qui est plus intuitif, qui est à 100% impliqué, qui est à 100% accepté, reconnaissant, celui-là, Asha'a omedetlo. Asha'a omedetlo, ça veut dire. Le moment, il tient pour lui, c'est-à-dire ça marche pour lui. Pourquoi ? Puisqu'il dit, il amène la preuve, parce que Hachem, il a dit à Avraham Avinu, va devant moi et sois intègre. Et juste après, c'est marqué, Ve'aïta le'av amon goïm, tu seras le père d'un grand peuple. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont au courant, que Avraham Avinu était stérile. Maintenant, devenir le père d'un grand peuple quand on est stérile, c'est compliqué. Ou alors, c'est que la fidélité de la femme n'a pas été prouvée. Ouais. Mais lui, il était stérile. Quand on dit qu'il était stérile, ça veut dire qu'il était stérile. Ouais. Ça veut dire que son ADN, il est stérile. C'est-à-dire que son corps, il est stérile. Sur son mazal, il est stérile. Il n'y a pas d'enfant dans la destinée d'Avraham Avinu. Et Hachem lui dit, sois intègre avec moi et tu seras le père d'un grand peuple. Et effectivement, Avraham s'est entièrement mis entre les mains d'Hachem. Son mazal, il a changé, il est devenu le père d'un grand peuple. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais plus où j'étais. Je ne me rappelle plus. J'ai dit ça. J'ai dit c'est très bizarre. Où j'étais, je ne me rappelle plus. Je me vois en train de le dire, mais je ne sais plus où. Il faut que je mange du poisson. Avraham. Ouais. Abraham. Ibrahim. C'est intéressant. Ouais, c'est un monsieur qui a vécu il y a des milliers d'années. Ben, dans son contexte, c'était un peu un bédouin, comme ça. Ouais. Et d'un seul coup, il est devenu le père des 3 plus grandes religions. Tout le monde connaît, dans le monde entier connaît son nom. On va dire, bon, c'est une question de com, on a fait passer l'info. Non, mais c'est quand même bizarre que quand Hachem lui a dit, ta nature sera connue dans le monde, quand Hachem lui a dit, tu seras le père d'une grande descendance, tu vois que ça a fonctionné. Ça va ? Mais il avait prévenu, il lui a dit attention, il y a une condition, c'est que tu sois tam, que tu sois entier. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ça ? Alors, on a dit que matmi matzmo, celui qui se rend tam. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague. C'est que c'est marqué tamim tiyé, un autre endroit dans la Torah, c'est marqué tamim tiyé im Hashem elokecha. Sois intègre avec Hashem. Regardez ce qu'il dit le Maharal. Veze ki mitzat sheu tamim ou im Hashem. On a dit il faut être intègre. Alors, si on décompose la phrase « soit intègre, virgule, avec Hachem ». Donc, a priori, il y a 2 propositions. Il y a une proposition, c'est « soit intègre » et une proposition qui est « avec Hachem ». D'accord. Mais là, le Maharal, il dit une chose incroyable. Tu dis en une seule phrase « Tamim tiyeh im Hachem », ça veut dire que si tu es tam, tu es avec Hachem. D'accord. On ne te dit pas « sois entier avec Hachem »,« sois intègre avec Hachem ». On te dit que si tu es intègre, tu es avec Hachem. À part le jeu de mots, c'est. Alors moi, j'ai donné une image, enfin un principe que vous connaissez tous. Avant, il y avait une époque où les gens parlaient sincèrement. On disait en mon âme et conscience.
Le mec, il était au tribunal où il devait s'engager dans un truc, il disait en mon âme et conscience. Mais non, si on le traduit, l'âme, elle est divine, la conscience, elle est personnelle. Ça veut dire quoi? J'engage mon âme et ma conscience. Mais ma conscience, c'est moi, mais mon âme, c'est pas moi. Comment je vais engager mon âme? En mon âme, et conscience. C'est une jolie phrase. Ouais. Alors, j'avais expliqué à l'époque que, en fait, l'âme, elle a un éclairage sur la conscience. L'éclairage de l'âme, c'est ce qu'on appelle la conscience morale. Maintenant, quand moi, je veux faire quelque chose, d'accord, j'ai en moi une référence objective qui s'appelle l'âme, qui m'envoie une impulsion de vérité qu'on appelle la conscience morale. C'est comme ça que je dis, ça se fait ou ça se fait pas. Ouais, bon, je l'aime, elle est intéressante, elle est attirante, elle a des qualités morales incroyables, mais elle est mariée. Elle est mariée. Tu dis, allez, il faut être cool, on est en 2018, mets-toi à l'aise, fais pas le fou, sois un peu révolutionnaire. Elle est mariée, je peux pas, elle est mariée. Moi, si ma femme me fait ça, je la tue. Comment je fais ça avec la femme d'un autre? Mais alors, qu'est-ce qui t'a retenu? C'est pas ta réflexion, c'est pas ton sens civique de l'équilibre des phénomènes et des individus. Non, c'est que tu as une conscience. Donc la conscience morale, elle vient de l'âme. C'est pour ça que quand les gens veulent faire des très très grosses bêtises, ils essayent de devenir inconscients. Donc ils boivent du vin, ils boivent de l'alcool, ils se mettent dans des endroits très noirs avec beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation, ils prennent des petits cachets bleus, ils trouvent des solutions pour perdre conscience, pour perdre le lien avec le sens moral. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire la bêtise. Mais malheureusement, les meilleurs films se terminent. L'effet du gaz se dissipe, l'effet de la coke aussi, et à un moment ça revient. Qu'est-ce qui revient? La conscience. Et comme la Neshama t'a pas quitté, donc il va avoir à nouveau la lumière, l'éclairage de la lumière sur la conscience, ça va créer ce qu'on appelle la mauvaise conscience. C'est pour ça que les gens qui font des bêtises sont obligés de rejeter l'existence de Dieu, d'être contre la religion, de dire que leur femme elle est pourrie, de dire qu'ils l'ont jamais aimée, de dire que le mari est un tordu. Ils sont obligés, parce que sinon la mauvaise conscience, elle revient. Donc ils se donnent bonne conscience. Ce qu'on appelle un substitut de conscience. La crevette, substitut de crevette. Tu dis non. Tu dis j'ai trompé, je t'ai menti, je t'ai triché, je t'ai embrouillé, je t'ai dit que je t'aimais pas. Vas-y, dis-le. Non, non, ça sert à rien. Mais explique-lui, t'es un homme mature, t'es une femme mature. Eh ben, vas-y. Non, elle est très sensible, je vais pas lui faire du mal. Mais de savoir que tu le fais en cachette, c'est encore pire que de lui dire, non? Parce que le jour où elle va se rendre compte, rétroactivement, que tu lui mens depuis des années, tu crois que l'illusion que tu as créée en ne disant rien, elle est synonyme de bonheur? Donc c'est l'inverse. Ouais. Tu te moques de toi. Donc c'est marqué ici que si j'ai mon âme en moi et que moi je vis en fonction de mon âme, elle émet une longueur d'onde qui s'appelle l'objectivité, qui s'appelle le vrai, qui s'appelle le pur. Quand je sens que je ne suis pas en accord avec mon âme, je ne le fais pas. Quand je suis en accord avec mon âme, mon âme est conscience. Comme l'âme elle est divine, donc celui qui est et c'est ça l'intégrité. Donc quand je suis intègre grâce à l'éclairage de mon âme, donc je suis avec Hachem puisque l'âme elle est divine. Voilà, c'est QFD, ce que fait Dieu. Tu as compris l'idée ou non? Oui, non, oui. Si vous ne comprenez pas, c'est que je ne suis pas pédagogique. Ça ne me dérange pas, je m'améliore. Vous avez compris? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a dit le Maharal. En 3 mots, il a dit Kimitzat chez Tamim, par le fait qu'il est intègre, ou im Hachem, il est avec Hachem. Donc c'est pas que la Torah, elle t'a dit, sois intègre avec Hachem, genre toi, tu es d'un côté de la rivière, Dieu est de l'autre côté, on dit, allez, va essayer de t'approcher. Non. Si tu es intègre, tu es avec Hachem. Kedirtiv tamim tiye im Hachem elokecha. Comme c'est marqué, sois intègre avec Hachem, ton Dieu. Ou meachar chez ou im Hachem, et après qu'il est avec Hachem, d'accord, mitzat chez ou tamim, par le fait qu'il soit intègre, alors gamken Hachem ou imo, Hachem il est avec lui. Waouh. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si vous avez fait l'expérience, quand vous approchez d'un miroir. Vous savez, quand vous approchez du miroir, le reflet, il s'approche. Mais quand vous vous collez au miroir et quelqu'un d'autre prend la photo sur la tranche, donc il voit votre visage et le reflet. Des fois, tu dis, mais lequel des deux est le miroir, lequel des deux est la personne? D'accord?
Ben, c'est exactement pareil. Si tu es collé, le nez collé comme ça avec un rhinocéros, tu as deux solutions. Soit c'est le reflet, soit tu vas mourir. Mais comme tu sais que tu n'es pas un rhinocéros, ouais, ben c'est pareil. Tu peux vivre avec le reflet d'Hachem. Tu peux vivre avec cette proximité. Alors tu peux l'imaginer très très loin, en dehors de l'actualité, pas du tout dans ton vécu, pas du tout sensible à ta situation, ou tu peux aller coller ton nez avec son reflet, comme ça. Ça s'appelle Tamim Tiyeh Hachem. Et quand tu vas coller ton nez, tu vas le voir. Tu vas voir qu'il est là pour trouver une place de voiture, pour faire accorder le prêt, pour trouver les mots pour parler à ton mari. Chaque chose, tu vois Hachem. Parce que tu as collé ton nez. Mais si toi, tu ne veux pas coller le nez, tu t'éloignes du miroir. Et vous savez que le miroir, c'est un phénomène. C'est que plus tu t'éloignes, plus le reflet rapetit. Je sais, vous allez me dire, mais c'est un peu débile. Mais non, c'est le contraire. Un jour, si j'ai le temps, j'écrirai un livre sur le miroir. Parce qu'il y a tout. Tout est dans le miroir. Ouais. Parce que le miroir, c'est le reflet de la lumière. La lumière, c'est la volonté. La volonté chez l'homme, la volonté de Dieu. Donc le rapport entre la volonté et la lumière est créer le miroir. Parce que c'est l'image. Donc quand tu es en accord avec ton reflet, quand tu es en accord avec la réalité, quand tu es en accord avec Hachem, c'est le miroir. Ça s'appelle un effet miroir d'ailleurs. Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici ? C'est que Hachem, il a demandé à Avraham Avinu d'être intègre. Ouais, il lui a demandé veillez tamim. Mais juste après, il lui a dit ve'etna et beriti beni u benechem. Je donnerai mon alliance entre beni u benecha, entre moi et toi. On a posé la question, on a dit mais comment ça se fait qu'Hachem, il a proposé l'alliance seulement à ce moment-là ? Pourquoi il n'a pas proposé avant ? Quand Abraham s'est jeté dans la fournaise, il lui a pas dit tu as créé une alliance. Quand il a quitté sa famille mieux qu'Enrico, il n'a pas dit tu as créé une alliance. Alors pourquoi maintenant, en lui donnant la mitzvah de faire la circoncision, il a dit maintenant je placerai mon alliance entre toi et moi. Alors je vous donne le secret. C'est qu'une alliance, en fait, la nature de l'alliance dépend avec qui tu fais une alliance. Si toi et ton voisin, tu dis, bon, bah, à partir de maintenant, on va se prêter une chambre chacun si on a des invités. C'est une alliance. D'accord ? Mais si moi je veux faire une alliance avec un pays, je vais voir un pays, je dis, écoutez, j'ai une société qui produit du gaz, et vous avez du gaz. Alors le pays dit, excusez-moi, monsieur, vous représentez un gouvernement, vous êtes qui ? Ben non, j'ai un CCP, qui, grâce à Dieu, il aura quand même 115 €. Hein. Non, juste la recherche, c'est 113 milliards. Ah, donc on ne peut pas faire d'alliance. Eh non, parce qu'on n'est pas du même niveau. Donc si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà tu ne peux pas faire une alliance avec un gouvernement parce que tu es un individu, comment tu vas faire une alliance avec le roi du monde ? Alors que tu es quoi ? Tu es le cumul éphémère d'une masse de particules informes limitées dans l'espace et le temps. Ce qu'on appelle Reach. Que dalle. Et tu viens chez Dieu et tu dis, bon Dieu, je pensais qu'on pourrait faire une alliance tous les deux. Alors premièrement, quand la personne elle est supérieure à toi, c'est toujours elle qui propose l'alliance. Deuxièmement, l'alliance entre un roi et un serviteur, elle peut se faire que d'une seule manière. C'est pas de l'amitié, c'est pas des intérêts communs, c'est pas le fait d'habiter dans la même maison. Non. C'est il y en a un qui commande et un qui obéit. C'est la seule manière. Vous me dites, non, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'amour. Non, c'est une autre alliance, ça. L'alliance, c'est un lien entre celui qui ordonne et celui qui obéit. Pourquoi tu es un soldat ? Parce que tu obéis. Pourquoi tu es le commandant ? Parce que tu ordonnes. Tu dis, oui, mais c'est frustrant, moi je le voyais différemment, beaucoup plus adulte, une espèce de partenariat avec Dieu. Non, c'est pas ton pote. Non, c'est pas ton pote, ben non. Il donne la vie, la mort, il gère l'univers. Ouais. Et toi, tu viens, tu dis, bon, allez, on se boit un verre. C'est pas ton pote. Non. Pourquoi ? Je sais, ça simplifierait les choses si on pouvait aller boire un verre avec lui, faire une balade en forêt, faire un petit peu de vélo. Tu dis, ça serait plus simple. Mais non, mais t'as pas compris. Si toi, tu rends le divin humain, il est plus divin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient absolument humaniser Dieu. Il y en a eu qui ont essayé, d'ailleurs. Mais c'est pas possible. Parce que dès que tu lui enlèves son caractère divin, il perd entre guillemets toute sa particularité. Donc laisse-le le divin. Maintenant, quand il est le divin, il est loin de toi.
Donc toi, tu veux t'approcher de lui. Alors tu dis, ouais, mais c'est inaccessible le divin. C'est vrai. Mais pour t'approcher de lui qui est infini, tu vas aller tellement loin en toi que peut-être que toi, tu vas devenir infini. Alors que si tu le rends humain, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus humain, parce que c'est plus équilibré quelque part. Merci Jean-Charles. Oui. Eh bien tu l'as limité, tu l'as rendu petit. Si tu l'as rendu petit, c'est parce que tu veux le maîtriser. Si tu veux le maîtriser, c'est que tu penses que c'est toi le bon Dieu. C'est pour ça que le mot je et le mot Dieu se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Non. Dieu, c'est Dieu, et toi, tu es un humain. La proposition, elle vient de lui. Donc lui, il ordonne, et toi, tu obéis. Ok. Ok. C'est quoi ordonner? C'est exprimer sa volonté. C'est quoi obéir? Obéir, c'est annuler sa volonté au profit de la volonté de l'autre. Maintenant, quand ma volonté, elle devient de faire ta volonté, ouais, on est unis. Ça va? Super? Super. Maintenant, j'ai un problème. Ah bah oui, si c'était simple comme ça, on n'aurait pas besoin d'étudier des années. C'est que là, quand c'est marqué, je placerai mon alliance entre moi et toi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Brit et Lahava, une alliance d'amour. Oh maman, moi je viens de vous taper le système avec le commandement, et maintenant Rashi a dit une alliance d'amour. Je n'es pas d'accord avec moi? Non, je résume l'histoire parce qu'il est très tard. C'est qu'en fait, on a déjà expliqué à peu près 118 000 fois que Ahavaz et Shaviut Aretzonot, que l'amour, c'est l'équivalence des volontés. D'accord? Ça veut dire que quand un homme et une femme s'aiment, c'est parce qu'ils ont uni leur volonté. Maintenant, quand moi je veux exister pour toi, et toi tu veux exister pour moi, quand moi je veux ton bien, et toi tu veux mon bien, quand moi je veux te comprendre, et toi tu veux me comprendre, il y a de l'amour. Donc l'amour, c'est l'équivalence des volontés. Donc quand Hachem a exprimé sa volonté, en ordonnant, ouais, et que moi, j'adhère à cette volonté en obéissant, en vérité, c'est une alliance d'amour. Maintenant, tu dis, bah non, parce que c'est un rapport de force, c'est un rapport d'autorité. Non, t'as pas compris. Ça, c'est pour les gens qui s'aiment pas. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne prends pas ses attentes comme des ordres. Mais quand tu supportes les exigences et les contraintes de la vie en couple, c'est que peut-être il manque le principal. Parce que si ta mère, elle te dit « Je t'en prie, mon fils, apporte-moi un verre d'eau », tu dis pas « Tu me fiches ». Vu qu'elle t'a changé 6700 fois la couche. Donc tu dis « Rendre un verre d'eau », mais c'est un plaisir. Mais je vais te porter les courses, maman. Je vais te porter sur mon dos s'il n'y a pas d'ascenseur. Je vais t'emmener à Rouen à pied. C'est ta mère. Mais si tu dis « Attends, elle vieillit, elle devient difficile, hein. Vivement que... » Alors t'es un consommateur, toi. T'es un utilisateur. L'appareil, il marche, ça va. L'ordinateur, il fonctionne. Le téléphone, il y a de la batterie. Et après, sinon, tu le jettes. T'es un consommateur. T'es une consommatrice. Alors que c'est l'inverse. Toute la vie, c'est de prier pour que Dieu nous donne l'occasion de rendre le bien qu'on a reçu. Tu dis, non, mais il n'y a pas que ça, je dois faire ma vie aussi. Ouf, là là. Mais dans 200, il y a 100. Donc quand tu existes pour l'autre, tu es obligé d'exister pour toi. Par contre, quand tu existes pour toi, pas sûr que tu vas exister pour l'autre. Si tu veux être intelligent pour l'autre, tu vas être obligé d'être intelligent pour toi. Mais si tu veux être intelligent pour toi, tu ne seras pas forcément intelligent pour l'autre. La preuve, tu es égoïste. Et en plus que comme ton intelligence, elle fonctionne que par rapport à toi, tu t'étonnes de ne pas comprendre l'autre. Et comme tu ne comprends pas l'autre, tu n'es pas adapté. Et puisque la définition de l'intelligence, c'est l'adaptation, donc tu es un CON. Parce que tu n'es pas adapté. Donc en fait, la Torah, en t'obligeant à t'occuper de l'autre, elle t'a rendu intelligent. La Torah, en t'obligeant à aimer l'autre, elle t'a rendu solidaire. Et dans solidaire, il y a solide. Et dans solide, il y a sol. Et sol, c'est seul. Donc en fait, c'est deux individus qui vont créer une solidarité. Donc la solidarité ne détruit pas l'individu. C'est que les orgueilleux et les égoïstes qui pensent qu'en faisant exister l'autre, ils existent un peu moins. Donc ici, quand Hachem, il a dit Ve'etna et beriti, c'est une alliance d'amour. Ouais. Et l'alliance d'amour avec Hachem, c'est quoi? C'est de faire sa volonté. J'arrive. D'accord? Maintenant, quand moi, je me sens à 100% de faire la volonté d'Hachem, ouais,
et qu'Hachem, il exprime sa volonté, alors moi, je fais un avec sa volonté. Maintenant, puisque Hachem, il crée le monde par sa volonté, donc toute la réalité, c'est le fruit de sa volonté. Donc quand je fais un avec Hachem, je fais un avec la réalité. Maintenant, puisque les événements à l'intérieur de ma vie, c'est l'expression de la volonté d'Hachem, donc quand moi je fais un avec Hachem, donc je fais un avec les événements de ma vie. Par contre, si la vie, je la prends en contre-courant, c'est parce que j'attendais, c'est parce que je voulais, ça met longtemps, c'est difficile, on est trop différents, mais le bon Dieu ne s'est pas trompé. Donc, on dit en français, tu fais avec, tu fonctionnes avec. L'autre, il comprend du premier coup, c'est bien, il ne comprend pas, tu réexpliques. L'autre, il a un autre mode d'approche, l'autre, il a une autre relation avec l'argent. Tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire avant d'être trop différents? Mais la différence, si on l'utilise, ça rapproche. Si on la subit, ça sépare. Maintenant, toi, tu étais différent d'un bouquin de maths. Comment tu es devenu bon en maths? Non, mais c'est un cours personnalisé. Là, vraiment, là, c'est... D'accord. Mais donc, c'est quoi l'idée? C'est que les maths, ils sont étrangers de toi. Parce que toi, tu étais un bouffeur de saucisses. Bah, tu t'es esquinté sur le livre de maths. Maintenant, le livre de maths, il est usé. Et toi, tu es devenu mathématicien. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as enlevé la distance qui existe entre vous. Tu as éliminé la différence. Tu as linéarisé les lignes. Donc, hop, tu as planifié. Hop, c'est bon. Eh bien, c'est pareil. Tu dis, l'autre, il pense plus vite que moi. Eh bien, je me casse la tête pour réfléchir. L'autre, il pense très lentement. Eh bien, je fais l'effort de patience pour me mettre à sa vitesse à lui. C'est bien. Et tu vas dire, alors quoi, je vais manier pour l'autre. Mais non, tu vas dévoiler une autre facette de toi qu'on appelle la patience, qui est rarement développée chez les gens qui sont exigeants. Donc, ton diamant, il est en train de se développer puisque tu développes des nouvelles facettes. Donc, le don de soi, en fait, ça fait grandir. C'est pour ça qu'il faut dépenser l'argent pour qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'il faut user les vêtements pour en acheter des nouveaux. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de choses ensemble pour avoir encore envie de faire des choses ensemble. Donc les gens, ils font rien en attendant de faire quelque chose de bien. Les gens, ils attendent la retraite pour commencer à vivre. Et le jour de la retraite, ils font l'hémiplégie. Ah, il a de l'humour, Hachem, mais il faut apprécier. Ouais. Mais j'ai tout sacrifié pour mes 60 ans. Mais non, tu dois vivre jusqu'à 60 ans. Et après, tu dois revivre jusqu'à 120 ans. Mais tu continues à vivre. Alors si c'est ça, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit... Là, il y a 1h27 sur le film. Et là, il est 10h15. Vous êtes en mesure d'absorber un quart d'heure encore ou vous êtes... C'est bon? Ah. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde, alors si je fais 1 heure de plus, c'est fini. Là. Il est fou, il est devenu fou, il s'est lâché, il croit que c'est privé. Alors, mais c'est dommage parce que là on arrive maintenant, on a posé beaucoup d'éléments et maintenant, on va regarder le tableau complet. C'est comme si tu as analysé là-bas. Le tableau là-bas de 4 mètres sur 4 mètres, et maintenant tu te recules et tu prends l'ensemble. Et c'est là que ça devient intéressant. On a dit quoi? On a dit que Hachem, il a proposé à Avraham Avinu une alliance. Cette alliance, on a dit, avec un roi, elle ne peut exister que par le fait que le roi, il ordonne et que toi, tu obéis. Et que ce type d'alliance, c'est une alliance d'amour. Pourquoi? Parce que c'est la communion des volontés. Et la communion des volontés entre un roi et un serviteur, ça ne peut être que la volonté exprimée du roi et la volonté accomplie du serviteur. Ok, super. Maintenant, on a demandé, mais pourquoi est-ce qu'Hachem, juste à ce moment-là, il a dit « Ani kel Shakai » ? « Je suis l'éternel Shakai ». Alors le Ramban, bon là je ne le dis pas dans les mots parce qu'il est trop tard, le Ramban, il dit que ce nom-là, Shin Dalet Yud, le nom qui est écrit sur les mezuzot, en fait, c'est le nom qui est Menatseach à la Mazalot, c'est-à-dire que c'est le nom qui maîtrise le Mazal. Qu'est-ce que c'est le Mazal? Ouais, je ne parle pas du traumatisme des célibataires, non. Le Mazal, c'est qu'en fait, toute la matière, elle est faite de milliards de micro-éléments, et ces micro-éléments, ils sont dirigés par une force indépendante, c'est-à-dire indépendante les unes des autres, qui est propre à chacune, parce que l'Agmara, elle dit que, dans le Zohar, que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Donc ça veut dire que derrière chaque particule de cette prise-là, ouais, il y a un ange qui dit reste ici pour qu'on continue à être une prise, parce que si les particules se séparent, ça fait autre chose qu'une prise. Maintenant, un ange, on sait que c'est l'expression d'une volonté de Dieu, c'est la réalisation d'une volonté. Ça veut dire que Hachem, il a une volonté globale que le monde soit, qui se parcellisent en milliards de micro-volontés. Ces micro-volontés, ils vont être comme des ondes qui vont aller partir vers l'univers. Maintenant, quel est le terminal, l'ensemble de grilles satellitaires qui redistribuent ces milliards d'impulsions
pour créer en temps réel la réalité, c'est le mazal. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Ça va? Ça veut dire que la matière, elle est là. Au-dessus, il y a le mazal, c'est-à-dire cet ensemble de redistributeurs de l'énergie de Dieu. Et au-dessus, il y a Dieu. Maintenant, celui qui gère l'ensemble, le terminal de toutes les redistributions d'impulsions d'exister, s'appelle Shakai. Et c'est normal parce que c'est lui qui donne la forme, parce que chez Amar, Léolamo, Dai. Shakai qui a dit au monde stop. C'est-à-dire que c'est lui qui formalise les choses, c'est lui qui fixe les choses, c'est lui qui organise, c'est lui qui crée la loi de causalité entre les éléments, c'est lui qui crée les liens des circonstances pour créer la réalité en temps réel. Ça, c'est Shakai. D'accord? Maintenant, nous, on sait qu'on n'a pas plusieurs dieux, on a un seul Dieu. Donc, ça veut dire que c'est seulement que la Torah nous a donné des facettes de ce même Dieu, comme un diamant, il a plusieurs facettes. On nous a donné des facettes de ce même Dieu. Maintenant, ce Dieu Shakai, ouais, il s'appelle Shakai, il s'appelle aussi Elohim, il s'appelle aussi Yud Kevavke, ouais, il s'appelle aussi Kel Rachum Vechanun. Mais c'est quoi? C'est que, en fait, Yud Kevavke, le Yud, le He, le Vav et le He, le tétragramme, qui est celui qui fait être le monde, parce que Ov c'est être, mais Ave c'est celui qui fait être. Donc c'est lui qui est au-dessus de Shakai. Ça veut dire que c'est lui qui donne l'impulsion, qui est ensuite géré par Shakai pour créer la réalité. Vous me suivez toujours? Voilà. Maintenant, dans le Mazal, c'est-à-dire dans la redistribution des particules, qui va jusqu'à l'ADN de Avraham Avinu, il n'y a pas d'enfant. Voilà. D'accord? Donc si Avraham, il suit son Mazal, il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas. Et si vous allez dire, oh non, mais attendez, qu'est-ce que c'est pour Dieu? Non, je crois que vous n'avez pas compris une loi physique très importante qui s'appelle rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc la réalité présente, elle est juste la transformation de la réalité passée. Et en même temps, la préparation de la réalité future. Donc si dans le plan global de la redistribution des particules, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Moi, j'ai raconté souvent ça, mais les gens croient que j'exagère. J'étais en classe de 5e, et le prof il nous a expliqué cette règle. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Moi, j'ai levé la main, comme un Ahmar, j'ai levé la main. Je dis, excusez-moi, monsieur, si je prends un pétard et je l'allume, le pétard, il est bien, il est ordonné, c'est du papier avec de la poudre et une mèche, il est beau. Je l'allume, il explose. Quand il explose, il ne va pas fabriquer une saucisse ou un poulet cuit, il va fabriquer des déchets de pétard. Alors, si vous dites que le monde, il n'arrête pas de se transformer, comment ça se fait que quand il explose le monde pour devenir autre chose, il devient quelque chose d'harmonieux? Parce qu'on n'a pas vu des systèmes éclatés dans le monde. Ouais, on voit des forêts, on voit des mers, on voit des requins, on voit des oiseaux, on ne voit pas des trucs comme ça. Non. Ouais. Alors, il me dit, d'après toi, c'est quoi? J'ai posé la question, il veut la réponse, je ne sais pas pourquoi il est payé. Je lui dis, parce que je pense que la trajectoire de chaque particule pour s'inscrire dans un dessin harmonieux, elle doit être préétablie. C'est-à-dire qu'on a déjà décidé que cette particule, aujourd'hui, elle fait partie de ça, et après, elle fera partie de ça, et après, elle fera partie de ça, elle fera partie de ça. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que la réalité reste harmonieuse, alors qu'elle est en changement perpétuel. Puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc comment ça se fait que ça se transforme en quelque chose d'harmonieux? Ça veut dire que la trajectoire, elle est préétablie. Depuis la création. Il m'a dit, quel âge tu as? Je lui ai dit 3500 ans. Il me dit, vous ne les faites pas. C'est que celui qui voit la réalité, celui qui voit la nature, celui qui voit l'univers, il ne peut pas ne pas croire en Dieu. Parce qu'il y a un certain niveau de hasard où la chance, elle donnerait un statut incroyable à l'emploi du temps de ta femme. C'est pas possible d'avoir une chance pareille. C'est pas grave. Alors maintenant, si vous comprenez ça, Hachem, il est Menatseach à la Mazalot. Ça veut dire le nom Shakai, c'est lui qui gère le Mazal. Et Hachem, il est au-dessus de Shakai. Maintenant, le problème, c'est que Hachem est là, Shakai, il est là, le Mazal, il est là, la nature, elle est là. Donc Avram, il est dans la nature, et Hachem, il est au-dessus du Mazal. Vous me suivez? Et Avram, il n'a pas d'enfant. Alors Hachem, il dit à Avram, Ani kel Shakai. Le nom, le Hachem qui gère le Mazal, qui gère la matière, qui gère ta stérilité, c'est moi. Maintenant, ve'etna et biriti beni ou benecha. Je placerai ton alliance entre moi et toi. C'est-à-dire que si toi tu vas être dans la nature, si toi tu vas être dans le temps, si tu vas être dans la conjoncture, t'es condamné, t'es foutu. C'est fixé, c'est comme ça, tu nais, t'as pas d'enfant, tu meurs, tu disparais. Mais si toi tu veux sortir de la conjoncture, tu veux sortir de la nature, et tu vas avoir un lien avec moi, sache que moi, ouais, c'est moi qui gère la nature. C'est ce qu'il dit le Ramban. Il n'est pas du tout normal que notre comportement avec la religion ait des incidences sur la nature. Comme ça, il explique. Mais Hachem,
il va donner aux tzadikim ce qu'ils ont besoin sans changer les règles de la nature. Donc le tzadik, il va avoir sa parnassa, alors qu'il étudie toute la journée. Tu dis, mais comment c'est possible? Des miracles. Ouais. Et celui-là, il a des enfants alors qu'on lui dit que c'est pas possible. Et celui-là, il a une grave maladie. Et le médecin dit, écoutez, on ne sait pas, c'est pas le même bébé. Les symptômes ont disparu. Ah, il y a un grand sadique qui a prié. Bon, la trisomie, elle était vérifiée 3 fois au sanguin, elle a disparu. À l'échographie, à la naissance. Ah bon, elle avait un cerveau trop petit. Bon, et maintenant, elle est normale, le bébé. Ah, comment ça se fait? Bon, pourtant, on voulait l'enlever, absolument. Vous avez même fait signer une décharge. Mais bon, Hachem, il va bien. Les tzadikim, ils ont prié. Pourquoi le miracle? Le miracle, il n'est pas dans la nature. Mais la nature n'est pas miraculeuse. Elle n'est pas miraculeuse. Le miracle de la nature, laisse tomber, ça c'est la vie claire. D'accord? Non, la nature n'est pas miraculeuse. Le miracle, il est au-dessus de la nature. Maintenant, si toi, tu ne veux pas subir la nature, il faut que tu sois au-delà de la nature. C'est quoi être au-delà de la nature? C'est d'être surnaturel. Maintenant, qu'est-ce qui est surnaturel? Ouais, c'est de faire des choses qui ne vont pas selon la nature. Qu'est-ce qui ne va pas selon la nature? De mettre les tefilines. C'est pas naturel. Tu dis, mais c'est pour prendre l'attention. Mais non. D'aller au mikvé, c'est pas naturel. Tu imagines une salle de bain. Faire Shabbat, c'est pas naturel. Non, mais c'est le week-end. Mais non, c'est Shabbat. Faire vérifier les vêtements, tu me au XXe siècle, le lin, la laine. C'est Shatnez, baba. C'est une loi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, tu vas faire la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, elle n'est pas dans la nature, puisque Hachem a créé le monde avant de créer la nature. Il a créé la Torah avant de créer la nature. Puisqu'avant de créer le monde, il a créé la Torah. Donc la Torah existait avant que la nature existe. Donc la Torah n'est pas soumise à la nature. Maintenant, le terrain d'application de la Torah, c'est la nature. Mais la Torah n'est pas naturelle. Oui. Donc, si j'ai... 2 minutes, je finis parce que là je suis vraiment dans un temps limité et les cours particuliers ça démarre à 12 000 euros. Non, je rigole. Je répondrai juste après. Parce que là tu vas me perdre la concentration et dans concentration il y a centration. D'accord. Donc maintenant, si c'est ça, parce que là je suis en train de résumer 3 pages en 5 minutes. Après on va le faire, il n'y a pas de problème. Si c'est ça maintenant, donc vous avez compris que, je ne sais même plus de quoi je parlais. Ouais, le surnaturel. Donc en fait, quand la Torah nous a demandé d'accomplir les mitzvot, encore une fois, bien que nous, en tant que penseurs, en tant que philosophes, en tant que scientifiques, on voudrait absolument rendre la Torah naturelle. On voudrait absolument donner à la religion une base scientifique. Mais c'est dommage, parce qu'on lui enlève la chose qui est vraiment intéressante en elle, c'est cette relation privilégiée que tu peux avoir avec le divin. Parce que si c'est pour ramener la Torah à l'humain, ben elle devient humaine. Alors quel intérêt de la Torah? Pas besoin de la Torah pour être humain. Pourquoi t'as pas Platon, t'as pas Aristote, t'as pas Freud, t'as pas Einstein, t'as pas besoin de la Torah pour être humain. Tu as besoin de la Torah pour être au-delà de l'humain. Maintenant, ce lien avec le au-delà de l'humain, c'est ce qu'Hachem il a proposé à Abraham. Il lui a dit Ve'etna et beriti, je mettrai mon alliance entre toi et moi. Cette alliance, elle ne peut être fondée, on a dit, que sur la volonté. La volonté d'Hachem d'ordonner, ta volonté à toi. Maintenant, quand toi tu fais un avec sa volonté, lui il fait un avec la tienne, alors à ce moment-là, tu es lié à lui. Comme tu es lié à lui, tu n'es plus soumis à la nature. Comme tu es plus soumis à la nature, tu ne dépends pas de la conjoncture. C'est pour ça que l'histoire d'Israël, depuis la création d'Israël, du peuple d'Israël, n'a aucun rapport avec la nature. On ne suit pas les règles de la nature. Les règles de la nature, un peuple, c'est des sauvages, après ils font des conquêtes, après ils s'installent, après ils deviennent sédentaires, après ils se cultivent, après ils se débauchent, après il y a des autres sauvages qui viennent les détruire. Toute l'histoire des civilisations, c'est ça. Ouais. Et nous, on n'est pas dans la logique des civilisations. On est encore là, ils ont toutes les générations, ils se lèvent, Bechol Dorvador, ils viennent pour nous détruire. Bien avant Star Wars, ouais, ils viennent pour nous détruire. Et on est encore là, on est la contradiction, on est le souffre-douleur d'Adolphe, qui en est mort d'ailleurs. Il paraît que même ça fait fureur, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la nature. On est au-delà de la nature. Mais encore une fois, il y a une grande tentation d'être normal, d'être comme tout le monde, d'être citoyen du monde, d'être particule de l'univers. C'est vrai, mais c'est dommage, parce que tu perds le principal. Des particules, il y en a plein déjà. La poubelle, elle en est faite. Le micro, il en est fait. Tu veux être aussi une particule élémentaire en plus. Non, tu veux pas. Toi, tu veux être un lien avec le divin et tu vas te servir de ton corps et de ton acte et de ta pensée pour sublimer ça et avoir un lien. Maintenant, la Torah, elle t'a donné l'échelle de corde qui t'emmène en haut de la falaise et t'a donné la corde qui te permet de monter dans l'hélicoptère pour sortir de la tempête. Et te l'a donné. Cette corde, c'est la Torah. Maintenant, quand toi, tu accomplis la volonté d'Hachem en accomplissant la Torah, puisque la Torah, c'est sa volonté, donc tu fais avec sa volonté. D'accord ?
Donc on a compris pourquoi c'est marqué Ve'etna et Beriti. On a compris pourquoi il fallait une mitzvah, absolument, parce que la mitzvah, c'est la seule manière de faire un lien avec Hachem. Tu dis non, mais moi je l'aime dans mon cœur. Moi, ce que j'aime, c'est le falafel. Moi, j'ai l'amour d'Israël. Moi, c'est le blanc-bleu. Moi, c'est. Non, 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 non. La Torah, elle a déjà donné les définitions. D'accord? La définition, c'est la halakha. La définition, c'est marqué. Tu dis non, mais moi, j'ai une approche. Moi, j'aime Bashevich Singer. J'apprécie le théâtre yiddish, les boulettes, le complet poisson. C'est une autre religion, ça, qui est proche du judaïsme. Ouais. Mais ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, c'est 613 mitzvot articulés par quelques milliers d'halachot qui sont dans le Shulchan Aruch. C'est ça. Maintenant, le problème, c'est que chaque juif qui se lève, il veut faire une autre définition. Il faut une autre approche, il faut une autre vision. Il faut être plus tolérant, une ouverture, il faut être libéral, il faut être de cette manière, il faut être contradictoire, il faut être traditionnaliste. Mais là, il y a déjà une définition. D'accord? C'est comme si toi, tu rentres dans un laboratoire de chimie, tu dis H2O. C'est pas de l'eau. C'est un iPhone. Tu sais quoi? Retourne à l'école. Donc, ça veut dire, on ne touche pas aux définitions. Et si tu vas dire, alors quoi? Alors, on a pourquoi si on n'est pas capable de développer une définition? Chaque personne qui a touché une lettre de la définition, au bout de 2 générations, il n'y avait plus de juifs dans sa famille. Tu ne touches pas une lettre. Tu gardes le Sefer Torah, tu gardes le Shulchan Aruch. Maintenant, tu peux écrire une école de pensée, tu peux développer une autre chassidoute, tu peux développer une yeshiva avec une approche différente, tu peux créer une communauté avec une définition différente, avec une plus grande importance sur la chassidoute, une plus grande importance sur la réflexion, une plus grande importance, mais tu ne touches pas aux définitions. Les définitions, elles sont immuables, elles font tenir le système, elles font tenir l'univers. Dès que tu touches à une définition, ça saute. Ça va? Maintenant, quand toi, tu gardes la définition et tu maintiens la définition avec le lien, tu te sers de la définition pour créer le lien avec Hachem, et que c'est un lien d'amour, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es lié. Maintenant, comme tu es lié, on a dit, toi, tu es... Alors, pourquoi c'est rajouté après Ve'eye tamim? Parce que je relis juste le premier passage qui a démarré le cours. Il a dit Ani kel Shakai, je suis l'éternel Shakai. On a compris maintenant pourquoi il a cité ce nom-là, parce que c'est celui qui maîtrise le mazal, et le mazal, il maîtrise la matière. Et qu'Hachem, il lui a dit, moi, je suis Yudke Vavke, le tétragramme qui est au-dessus du mazal, et je te propose de faire une alliance grâce à la Torah entre moi et toi, donc au-delà de la nature. Mais pourquoi il a rajouté Ve'eye tamim? Pourquoi il a rajouté et sois intègre? Alors, je vais vous dire pourquoi. Après, je vais vous laisser tranquille. C'est parce que Hachem, il est là, moi, je suis là. Maintenant, j'ai fait tout un développement de 1 demi-heure, 3/4 d'heure, presque une thérapie, de la différence entre la droiture et la tmimout, et l'intégrité. Vous voyez, entre le côté analytique et le côté intuitif. Mais chacun d'entre nous, il doit réfléchir quel type de relationnel il va avoir avec Hachem. Vous savez, moi, les gens qui me connaissent en tant que cartésien, ils me disent, mais Ria, tu crois dans les ségoulottes, et tu vas chez des babas prendre des brachot, et tu vas prier à tel endroit. Ouais, et les gens qui me voient avec des ségoulottes et tout ça, ils me disent, mais Ria, franchement, c'est toi qui... J'ai écouté un cours très, très abstrait sur le temps, sur la matière, sur l'intégrité de la tangente existentielle. C'était le même gars? Je dis oui. Oui, parce que je sais qu'il y a des situations où mon cerveau va être extrêmement nécessaire, et je sais qu'il y a des situations où j'ai compris qu'il n'y a rien à comprendre. Et je vais prendre la bracha, et je vais faire ce que le tzaddik il a dit, et ma fille, elle s'en est sortie. Alors que tous les médecins avaient dit, c'est foutu. Donc j'ai besoin de la tmimout. Ouais. Et moi, je me régale de voir que ces gens-là qui s'enferment dans le cartésien, même dans la Torah, ils tombent toujours dans une situation où d'un seul coup, ils ont un enfant qui a fait un arrêt cardiaque ou qui a fait un virus bizarre et qui sont obligés d'aller voir un baba qui, lui, n'a aucun rapport avec leur école de pensée. Ben, c'est normal. Puisqu'il y a le cœur, il y a la raison. Ouais. Il y a la yeshiva, il y a la chassidoute. D'accord? Il y a la philosophie du Maharal de Prague. Et il y a le chlou de l'Eiloula. Il faut les deux. Confirmation. Ouais. Il faut les deux. Maintenant, tu dis, mais c'est dur de garder l'équilibre, parce que c'est des tendances, on devient fou, on est comme ça, on n'arrive pas. Ok. C'est marqué ici, veillez tamim. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que toi, Hachem, il est là et toi, tu es avec lui. On a dit que tu crées un lien. Le lien, c'est quoi? C'est la communion des volontés. C'est la longueur d'onde commune. D'accord? C'est le câble qu'on a créé avec Dieu. C'est la fibre qui fait passer les informations. Mais attention à toi. Ouais? Que sache que le degré d'intervention d'Hachem dans ta vie et le lien d'intimité que tu vas être avec lui, il va dépendre. Est-ce que tu as un rapport de Tmimout ou de Yashrut? Bah oui. Parce que si toi, tu as un rapport intellectuel avec le divin et que tu coupes les cheveux en quatre et que tu mets 74% d'hésitation dans ta recherche parce que tu as l'impression que quand tu arrêtes de réfléchir, tu perds le contrôle de la situation, le bon Dieu, il te dit « Ok, alors moi aussi, je vais réfléchir avec toi. » Vous me suivez ou non? Mais si moi, je dis « Écoute, je suis très intelligent, j'étudie la Torah tous les jours, je mets beaucoup de réflexion dans ma vie, l'intellect est prioritaire, il est interdit d'être idiot. Mais quand je suis dans l'acte, quand je suis dans ma prière, je suis un bébé qui prie son père. Ouais. Et quand je suis devant ma femme, je lui dois tout parce que Hachem m'a donné une femme extraordinaire. Et quand je suis devant mes enfants, je suis devant des neshamot qu'Hachem m'a confiés et que je dois lui ramener pur et tzadikim et équilibré. Là, il faut la tmimout. Parce que quand tu commences à faire les calculs, tu deviens Baal Tarboulot. Ouais, tu dis, qui a dit, je ne suis pas obligé, de toute façon il me saoule, de toute façon il ne m'écoute pas, et ma femme elle ne comprend rien, et puis moi aussi j'ai besoin de penser à moi, et quoi, je ne serai jamais heureux. Tu vois, toi, tu as enlevé la tmimout. Mais la tmimout, elle donne la nature de la relation avec le divin, et elle donne la nature de la relation avec l'autre. Donc quand tu deviens Baal Tarboula, ouais, tu deviens calculateur, même toi tu te perds dans les calculs. Et à la fin tu dis, je suis dégoûté, il n'y a rien qui marche, tout est flou, rien ne va. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans les calculs, le bon Dieu, ben si tu penses que tu calcules bien, calcule tout seul. Mais comme il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi, et que toi, tu as du mal à t'en remettre à lui, alors le bon Dieu, il te marque dans le ciel en lettres d'or, Debarasek. Débrouille-toi. Alors tu dis, alors à ce moment-là, on n'a qu'à être des tumbles, des brels, on accomplit et c'est tout. Non, 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 non. Non, encore une fois, tu étudies tous les jours, tu développes ta tête, tu analyses la relation avec ta femme, tu améliores ta relation avec l'enfant, tu essaies de voir des notions dans la science, tu veux comprendre la Kabbalah, tu développes ta prière, tu améliores, tu affines ta réflexion. Mais dans ta relation, c'est ton père. C'est ton père. Il est gentil, il est méchant, c'est mon père. Je comprends pas, c'est mon père. C'est tout. Ça, c'est Tmimout. Mais si je dis, écoute, je préfère conditionner la relation parce que finalement, ça reste un partenaire, ça y est, tu as détruit le divin. C'est ce qu'il a dit, veillez tamim. Ouais. Donc vous avez compris que être entier dans ce qu'on fait, ou est-ce que être réfléchi dans ce qu'on fait, en fin de compte, les deux éléments existent, mais après qu'on les a bien créés, bien développés, il va falloir les mettre dans un ordre nécessaire pour avoir ce mouvement extraordinaire qui s'appelle que tu vas être un juif réfléchi et accompli dans une relation pure et intègre avec le divin. Zak Obarou. On a réussi, on l'a fait. Juste une question. On l'a fait.